Salut, bonjour à tous. Merci de prendre ce rendez-vous de l'information et du débat sur Canal 3 à Bénin. Bienvenue dans votre matinale Actu Matin. Constat de ville au sommaire ce matin. Nous vous ferons parcourir certaines grandes artères de la ville de Cotonou, des arbres qui perdent leurs branches et leurs feuilles parce que certainement trop touffus et trop gros. Les indiscrétions font état de ce que l'opération des lagages que nous observons en ce moment est conduite par la municipalité. Ceci pour prévenir les risques de catastrophe. Le sujet sera débattu en plateau ce matin. Nous verrons avec les débatteurs et un spécialiste des questions environnementales les avantages et les risques de la pratique. Alfred Rougnon, président de l'ONG Agir, sera avec nous. Notez aussi que Cotonou poursuivra sa mutation, sa transformation telle que voulue par le gouvernement. Le Conseil des ministres d'hier annonce la réhabilitation de 13 voies urbaines d'accès et de traversée. Les travaux démarrent bientôt. On vous donnera lecture des axes retenus pour bénéficier de ce projet de mise aux normes. Aussi, de son conclave, le gouvernement a reconduit les mesures d'atténuation contre la flambée des produits de première nécessité. Vous suivrez tout cela dans un instant. Et si vous êtes dans le besoin d'emploi, préparez-vous. De bonnes nouvelles en perspective. Il est prévu le recrutement de 100 auditeurs de justice pour le compte de l'année 2022 pour la bonne administration de la justice et l'amélioration des prestations. Les grandes annonces se font la une des journaux. À suivre les titres dans un instant avec Herman Parfait à Niamboussou. Bonjour Herman. Bonjour Christian Daridjan, bonjour mes téléspectateurs. Alors, on va vous retrouver dans un instant et le débat du jour sur Actu Matin sera également politique avec des réponses à cette grosse interrogation. Qu'est-ce qui, selon vous, peut expliquer le fort engouement des acteurs autour des candidatures pour les législatives du 8 janvier 2023? Ils sont des milliers à avoir déposé leur dossier et espèrent un positionnement. On fera le débat tout à l'heure. Merci de votre fidélité. Actu Matin, c'est ici et maintenant. Et voilà, c'est le retour au plateau et on enchaîne tout de suite avec la une des journaux Herman. Oui, Christian Daridjan, on démarre avec le quotidien Maison Fraternité qui s'intéresse à la rédaction et l'étude du curriculum vitae pour une demande d'emploi, ruse, fantaisie, la défense de la compétence en question, les observations de Simplice Togbe, directeur de l'emploi, salarié, de l'orientation et de la prospection. C'est à découvrir dans les pages 6 et 7 du quotidien Fraternité. Il dit ceci, je cite notamment: les candidats réalisent un bon CV qu'ils défendent très mal, avec cette belle caricature proposée par l'enfant Claudio. Plafonnement des prix de certains produits de première nécessité, le gouvernement reconduit les mesures d'atténuation contre la flambée des prix. Et puis, voie d'accès et de traversée de la capitale économique dans Cotonou, la réhabilitation de 13 tronçons annoncée à Cotonou.
Et puis Crédit Bail République du Bénin, un projet de loi transmis à l'Assemblée nationale. On passe au quotidien de service public de la nation. Un projet de réhabilitation de 64 km de voies, changer le visage de Cotonou. Projet de loi sur le crédit bail, un mode de financement rapide au profit des petites et moyennes entreprises. L'Indépendant, dont le directeur de publication est bien John Akintola, Conseil des ministres, 13 voies d'accès et de traversée de Cotonou, bientôt réhabilitées. Bénin, le gouvernement proroge les mesures de plafonnement de prix de certains produits. Assemblée nationale, deuxième session ordinaire, le budget général de l'État en examen dès ce jour. Matin Livre qui titre en sa manchette exploitation du champ pétrolier de Sémé, des chiffres fantaisistes pour appâter Patrice Talon, réforme de la décentralisation au Bénin, le Parlement comme échappatoire. Et puis il y a cet autre titre à la une de Matin Libre, séance de travail entre la Fédération béninoise de handball et la Fédération française de handball. Je suis un président de fédération heureux, dixit Sidikou Karimou. On passe à l'autre quotidien qui titre cherté des produits de première nécessité, prorogation pour 4 mois du plafonnement des prix. Il y a également cette séance de prière initiée par Émeric Joël Alagbé en prélude au scrutin législatif prochain. Actualité politique également. Législative 2023, RLC d'Irénée Agossa participera aux élections aux côtés de la Foscori pour un Bénin émergent. L'autre vision, Conseil des ministres du mercredi 26 octobre 2022, le gouvernement annonce le recrutement de 100 auditeurs de justice. Et puis cette bonne nouvelle à l'Union des professionnels des reporters d'images sportives professionnels du Bénin, Ange Géponiakadja, qui est élu président. Le clairon tourné bateau du préfet des collines, Saliou Odoubou, pour la cohésion sociale et la promotion de la culture de la paix. Conseil des ministres, recrutement de 100 auditeurs de justice au titre de l'année 2020. Info matin, préserver la paix avant, pendant et après les élections de 2023. Le président de FEPD d'Afrique, Nestor Avonomanegbe, persiste et signe. Il faut donc préserver la paix avant, pendant et après les élections. Lutte contre la cherté de la vie, les mesures concernant les produits de grande consommation sont maintenues. Et puis cette célébration de Steve Fassia, film documentaire béninois à Canal Olympia demain. Steve Fassia, l'icône célébrée de son vivant. On finit avec la nouvelle génération, ultime exigence du parti RLC de prendre la tête de liste dans la 6e circonscription électorale. Irénée Agossa veut moissonner là où il n'a pas semé. Et puis cette grosse interrogation à la une de la nouvelle génération, animation de la politique nationale, où est passé Andoche à Ménissé. Voilà. Les gros titres de la presse ce matin et les journaux qui sont revenus de long en large sur les décisions prises en Conseil des ministres hier avec cette communication autour de la réhabilitation et de l'aménagement des voies d'accès et de traversée de Cotonou, puis la réalisation d'une mission en vue de l'exécution de divers travaux dans les villes du Grand Nokoué. On précise que beaucoup de voies, notamment 13 au total, vont connaître un nouveau visage très bientôt. On va y revenir tout à l'heure au forum de discussion avec les débatteurs puisqu'on parlera de l'aménagement des voies et on va parler également de ces arbres qui bordent certaines grandes artères de la ville de Cotonou et à certains niveaux, ces arbres sont coupés par endroits. On parle d'éviter le risque de catastrophes, de tornades qui pourraient provoquer des accidents. On y reviendra tout à l'heure et ce sera avec vous, Herman Aliamboussou, Assimo Kanya Siobon
et Akimé Seydou Sénier, notre invité, fil rouge en plateau ce matin. Et puis le gouvernement qui reconduit les mesures d'atténuation contre la flambée. La farine de blé est à 28 500 francs CFA le sac de 50 kg et le prix précédemment fixé pour la tonne de ciment est resté intact. Restez donc avec nous en fin d'édition, vous aurez votre revue de presse. On fait le point de l'actualité en images avec la rédaction de Canal 3. Chez vous, c'est le tout image, le bulletin de l'information. La Maison du Peuple d'Agla, dans le 13e arrondissement de Cotonou, accueille le préfet du littoral pour la deuxième étape de sa tournée statutaire annuelle dans la commune. Face à l'autorité, les populations du 7e au 13e arrondissement de Cotonou. Occasion pour les jeunes, femmes, élus communaux et locaux, sages d'exposer les nombreuses difficultés auxquelles ils sont confrontés dans leurs différentes localités. Délabrement très avancé des salles de classe, dégradation poussée des voies d'accès, manque d'équipements médicaux dans les centres de santé, les problèmes d'énergie électrique et de sécurité. Les voies d'accès à nos différents centres sociaux communautaires, nos écoles, nos grandes pénétrantes sont presque impraticables. Nous faisons ce que nous pouvons, mais l'État central doit pouvoir nous accompagner parce qu'il y a des problèmes élémentaires, des petits problèmes que les chefs d'arrondissement que nous sommes, nous essayons de trouver des apports de solutions. Par contre, il y a d'autres qui dépassent notre compétence. Il y a d'autres qui demandent des investissements lourds. Je voudrais vous rassurer de la disponibilité de la mairie depuis la réforme structurelle que beaucoup de choses vont changer. Vos doléances sont en train d'être traitées. Avec une oreille très attentive, le préfet du littoral a écouté les différentes préoccupations et doléances qui sont les mêmes d'un arrondissement à un autre. Prenant la parole et dans un langage franc, il a salué la participation active des citoyens de la ville à cette séance. Ça a été une rencontre de vérité puisque les gens se sont vidés. Ils ont formulé leurs doléances qui sont les mêmes partout, tout en reconnaissant ce qui se fait. Donc au-delà de la formalité de cette tournée statutaire, j'ai saisi l'occasion pour échanger cœur à cœur avec mes administrés, dont le moral est bon, pour les rassurer de ce que tout a été pris en compte par le programme d'action du gouvernement, qui n'a plus à faire ses preuves puisque nous avons déjà déroulé une première phase, donc on est dans une deuxième phase. Une phase donc forcément accélérée, dont la vocation est la prise en compte de leurs préoccupations et la solution certaine pour toutes ces préoccupations dans la durée. À court terme, je crois que j'ai été entendu en tenant compte de leur assiduité, du fait qu'ils soient restés jusqu'au bout et du fait que nous ayons encore des sourires à la sortie de ce long périple. Satisfaction donc pour le préfet du littoral qui invite par ailleurs les uns et les autres à la culture de l'amour, ce qui concourt au développement. Justement, d'aimer le Bénin, d'aimer Cotonou, de rester unis derrière la gouvernance de Patrice Talon et de lui laisser les quelques années qu'il reste pour consolider notre démocratie et transformer l'économie de notre pays, revoir les habitudes, et ils perçoivent déjà les fruits. On verra dans quelques 2 ou 3 années ce dont augurera les 10 prochaines années. Cette deuxième étape de la tournée statutaire annuelle du préfet du littoral est l'avant-dernière d'une série qui a démarré lundi dernier par les 6 premiers arrondissements de Cotonou. La prochaine et dernière étape, prévue pour le 2 novembre prochain à la mairie de Cotonou, réunira autour du préfet les élus communaux. Les situations des recettes non fiscales et les recettes fiscales. Lorsque je prends les recettes non fiscales, nous sommes passés à 74 348 139. Donc avec un écart de 62 490 339, soit un taux d'accroissement de 527%. Nous avons engrangé des ressources pour ce qui concerne les recettes fiscales à hauteur de 161 227 966.
ce qui nous a permis d'avoir un taux d'accroissement de 510%. Je voudrais ici féliciter d'abord le conseil communal de Lokossa, parce que c'est ça. Nous avons ici la preuve que non seulement il y a eu une adhésion à cette réforme, mais une implication effective, une cohabitation pacifique, une collaboration qui donne au secrétaire exécutif un terreau fertile à atteindre des objectifs qui lui sont alliés. Je voudrais donc trêve de dialogue, puisque tout est clair et que les efforts parlent d'eux-mêmes. Quand on quitte 32 millions pour 192 millions, on ne peut vous féliciter et vous encourager à en faire davantage. Nous avons Dans son intervention liminaire, le préfet du Mono dit avoir fait un constat mitigé à l'issue de sa tournée dans les communes qui relèvent de sa juridiction administrative. Constat relatif au point phare inscrit à l'ordre du jour de cet exercice statutaire, à savoir la mobilisation des ressources au niveau des communes. La commune de Bopa, que pour ce qui concerne les tâches de publicité, avant l'installation du secrétaire exécutif, la mairie n'a pu engranger que la maudite somme de 5 140 francs. Pour les 5 mois que le secrétaire exécutif a exercé son rôle d'organe exécutif communal, cette taxe a été mobilisée à hauteur de 30 907 920 francs, soit 30 902 780 cas. Lorsque nous venons à la commune de Lokossa, il y avait seulement 32 118 923 francs. Aujourd'hui, nous sommes à 193 346 889 francs CFA, ce qui nous donne un écart de 161 227 966 mobilisés en 5 mois actifs. Lorsque nous prenons la commune de Comé, de façon globale, pour 32 670 170 francs mobilisés au cours des 4 premiers mois, nous sommes à 79 232 609 francs mobilisés au cours des 5 mois. Donc pour ces 3 communes, vous notez de façon considérable que de grands efforts ont été faits. Bopa, Comé et Lokossa sont donc les bons élèves dans la mise en œuvre des réformes du secteur de la décentralisation. À l'opposé, poursuit le principal orateur du jour, il y a les communes d'Atiémé et de Huyogbe où la machine à mobiliser les ressources est encore grippée. Lorsque vous prenez les produits des inhumations et des concessions, alors qu'il y avait 200 000 francs collectés au 30 avril, rien n'a été mobilisé pendant les 5 mois d'installation du secrétaire exécutif. Pour ce qui concerne les tâches sur les affiches et les publicités, nous sommes restés à 0 francs. Derrière ces chiffres, le conférencier voit des manœuvres politiciennes. Parce que nous avons pu observer que certains conseillers, certains élus se disent que parce que c'est le secrétaire exécutif qui a aujourd'hui l'exécutif communal qui a à charge l'exécution de budget, ils n'ont pas un rôle prépondérant à jouer en matière de mobilisation des ressources, ce qui est faux. Du coup, l'autorité préfectorale a demandé à tous les acteurs de l'administration territoriale de travailler dans une synergie d'action afin de relever ensemble les défis de développement. Outre la mobilisation des ressources, bien d'autres sujets ont été débattus au cours de cette tournée statutaire. Il s'agit notamment de la sécurité et de la coproduction de la protection civile. Et je suis venu pour remercier le gouvernement et le peuple béninois pour le soutien qu'ils m'ont accordé et de m'engager à œuvrer pour la communauté, qui est la communauté de la CEDEAO. Vous savez, c'est une communauté qui fait face aux défis majeurs, mais à mon sens, nous pouvons compter sur le leadership de pays comme le Bénin sous le leadership du président Talon pour faire face aux défis que notre sous-région
est confronté. Je crois que vous savez bien que notre sous-région fait face aux problèmes de paix et sécurité, problèmes relatifs à la gouvernance, problèmes de développement et problèmes de l'environnement. Et tout ça, je crois que nous ne pouvons pas les résoudre en tant que pays, individuellement, mais ensemble, nous pouvons résoudre ce problème-là. Et visiter plusieurs autres pays. Comme d'habitude, en tant que président, c'est mon devoir de visiter les pays membres. Le Bénin fait partie de la CEDEAO, c'est un membre important de la communauté et un membre fondateur de la CEDEAO. Et c'est normal qu'un président qui vient d'arriver visite le pays. Au cours de l'entretien que nous avons eu, je l'ai félicité bien entendu. Et pour répondre de manière très précise à votre question, quelles sont mes attentes? Mes attentes sont celles des chefs d'État qui ont porté leur confiance sur Dr Touré. Les attentes des États, et cela est très clair, c'est de faire en sorte que l'administration que va gérer le Dr Touré soit une administration qui parachève, qui conduise à bon port la réforme institutionnelle que traverse l'organisation. Donc nos attentes sont celles-là, porter la CEDEAO, faire de la CEDEAO une organisation des peuples et faire de la CEDEAO cette famille de l'intégration effective qui nous permet de gérer les crises auxquelles nous sommes confrontés dans notre région. Le marché de Tibona dans le premier arrondissement de Parakou végète dans un état d'insalubrité totale. Sur la trentaine de hangars qui accueillent les occupants, seulement quelques-uns sont entretenus. De plus, l'obscurité et la broussaille qui entourent ce lieu d'échange font rayer maître l'insécurité. Le marché était resté comme ça et bon, il y avait problème, les gens avaient morcelé à son temps le marché pour vendre, ça fait que ça a retardé un peu le marché. Maintenant, après, on a fait les démarches pour aller vers les autorités et ils nous ont autorisé d'installer maintenant le marché. Donc, présentement, on est en train de chercher à installer le marché. Donc, c'est pour cela qu'on a vu que en fait, le marché est un peu élevé et on a invité le bureau des jeunes du quartier et l'association de bureaux du marché. Vous voyez, et ensemble, on est en train de nettoyer le marché. Créé depuis 2000, ce lieu d'échange commerciaux n'a pas répondu aux attentes de ses occupants, mais aussi des usagers. Et pour relancer effectivement les activités au sein de ce marché, les jeunes du quartier Tibona ont décidé d'unir leurs forces autour d'une initiative communautaire. Quand on parle de développement, il faut aussi un marché dans le quartier. Parce que quand il y a un marché dans le quartier se développe vite. Pour cela, nous sommes arrivés ici pour nettoyer le marché qui est vraiment entouré des herbes et que les bonnes âmes n'arrivent pas à être satisfaits puisqu'ils n'ont pas de moyens pour pouvoir nettoyer le marché. Donc nous sommes venus en association et en collaboration avec mes frères jeunes du quartier pour pouvoir nettoyer le marché. Le problème de marché, c'est les hangars d'abord, l'impraticabilité de la voie qui mène au niveau de ce marché-là. Nous voudrons quand même qu'un jour qu'on nous dise que le marché de Tibona, même si c'est 2 ou 3 hangars, qu'on vienne nous doter quand même de ces infrastructures-là qui feront quand même la fierté de notre quartier. Le réaménagement du marché Tibona constitue pour l'ensemble des habitants de ce quartier un atout considérable. Cette initiative des jeunes est donc louable selon plusieurs habitants du quartier. Bon, quand je suis venue, je passais, je les ai vus, c'est une fierté pour moi. On veut que le marché de Tibona soit animé. Et nous-mêmes, on serait à l'aise. Ici, peut-être, il y a des fonctionnaires dans le quartier. Ils rentrent peut-être à 18 h du boulot et il a besoin de faire peut-être une petite cuisine. Il ne faut pas se lever ici, aller jusqu'à Tourou, aller au grand marché pour acheter. Donc, s'il y a un marché ici qui s'anime très bien, donc il peut déjà venir s'en approvisionner. L'ambition des élus locaux est de faire du marché de Tibona l'un des plus grands centres d'échanges commerciaux à Parakou. Des doléances sont déjà portées devant les autorités compétentes afin de moderniser ce marché.
Dans cette salle de l'hôtel Bel Azur de Grand Popo, les acteurs du monde scientifique, mobilisés par l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, réfléchissent autour du phénomène des inondations. L'une des cibles de réflexion reste le département du Mono. Par rapport à l'inondation de cette année, 51% du territoire d'Atiémé a été inondé et encore sous l'eau. En plus de ça, 71% de la commune de Grand Popo est inondée. Parce qu'on parle d'inondation, donc on parle des enjeux. Donc c'est les enjeux qui font qu'aujourd'hui, l'inondation devient un problème. Du coup, la science prend à contre-pied nombre d'observateurs qui voient le phénomène des inondations comme un problème de société. Les inondations favorisent la multiplication des espèces halieutiques, les poissons, puisque les poissons migrent vers les espaces inondés pour aller se reproduire. Et ça a toujours été comme ça chez les espèces halieutiques. Il y a toujours cette montée et descente en fonction des saisons. Autre constat, les terres inondées au retrait des eaux sont beaucoup plus fertiles pendant la saison qui suit immédiatement. Selon ces chercheurs, les inondations constituaient pour ceux qui les subissaient des opportunités d'affaires. Il faut donc perpétuer la tradition pour que ce phénomène ne soit pas vu comme un problème. Et au nombre des solutions qu'ils ont pondues dans leur approche holistique, il y a la création des bassins. Créer des bassins qui permettent de dévier une partie des eaux vers ces bassins-là. Ça va servir à faire des espaces de pâturage pour les éleveurs, des espaces d'abreuvage pour les animaux, mais aussi des espaces d'irrigation de culture hors saison. Parce que les solutions de mettre des digues, ça n'a jamais été efficace. La solution des collecteurs qu'on a commencé à essayer au Bénin depuis 1961, moi j'avais à peine 11 ans en ce temps, ça n'a pas réglé le problème des inondations dans Cotonou. Finir avec les digues ou collecteurs et opter pour les bassins afin de mieux contenir l'eau vue aujourd'hui comme source d'angoisse à travers les inondations. C'est l'une des propositions de ces chercheurs après 3 jours de réflexion. Un exercice initié par la Commission Climat et Environnement de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin. Quel état des lieux peut-on faire actuellement des principaux textes de loi protégeant les droits sexuels et reproductifs en Afrique subsaharienne? Cette question est passée au peigne fin lors de cet atelier régional organisé par le consortium Social Watch Bénin à Sopil. Les participants venus de plusieurs pays se penchent et ce pendant 3 jours sur plusieurs aspects des droits de la santé sexuelle et reproductive en vue de son amélioration. Chers invités, l'objectif de l'atelier qui nous réunit ce matin est de contribuer à l'amélioration du cadre juridique et institutionnel des DSSR au Bénin. De façon spécifique, il s'agit de faire une analyse globale des progrès et défis prioritaires en matière de droit à la santé sexuelle et reproductive chez les adolescentes, adolescents, les jeunes et les femmes en âge de procréer au Bénin sur la base des expériences et bonnes pratiques partagées. De définir les perspectives et actions prioritaires pour le renforcement du cadre normatif, législatif et institutionnel du Bénin en matière de droit à la santé sexuelle et à la reproduction. Recueillir les propositions pertinentes en vue de l'amélioration du cadre juridique en matière des DSSR au Bénin. L'atelier de partage de connaissances et d'expériences sur l'évolution des droits en santé sexuelle et reproductive est organisé grâce au projet d'appui au renforcement du cadre normatif, législatif et institutionnel de la santé sexuelle et reproductive. L'initiative du consortium Social Watch et l'ONG Assopil et tous les acteurs ici présents qui ont œuvré pour l'organisation d'un tel événement. Cet atelier régional sera l'occasion de mener des réflexions approfondies sur l'environnement réglementaire, son impact sur l'accès à la santé sexuelle et reproductive, afin d'identifier des actions prioritaires communes pour l'habiliter, renforcer l'autonomisation des plus vulnérables
et mettre fin ainsi aux décès évitables dans la perspective d'accélérer les progrès vers l'atteinte des ODD 3 et 5. Il est à noter que ce projet bénéficie d'un financement conséquent de l'Agence belge de développement ENABEL. Au lendemain de la transmission du rapport sur la mise en œuvre de la Convention 182 au Bureau international du travail, les acteurs de la protection de l'enfant au Bénin se retrouvent pour faire face aux défis qui demeurent. Malgré les efforts réalisés ces dernières années en matière de lutte contre le travail des enfants, sous le leadership éclairé de Madame le ministre en charge du Travail et des membres du comité directeur national de lutte contre le travail des enfants que vous êtes, d'importants défis restent encore à relever. L'un des défis majeurs est le développement des outils statistiques fiables et harmonisés par les acteurs à divers niveaux, œuvrant pour la protection et l'épanouissement de l'enfant au Bénin, en vue de l'identification des forces et faiblesses de chaque acteur de la chaîne de protection et d'une meilleure visibilité des différentes actions menées. On doit savoir à quel niveau on en est dans la lutte contre le travail des enfants, précisément 2025, à quel niveau donc on en est, et il nous faut accélérer donc les pas, il nous faut faire donc beaucoup d'efforts. C'est dans ce contexte-là que les présidences d'assises se tiennent. Premier point. Le Bénin a réaffirmé un certain nombre d'engagements, son attachement aux engagements, n'est-ce pas, qu'il a pris. Ce deuxième point, il faut le rappeler. Le troisième point, donc il faut dire dans ce contexte-là, il y a beaucoup d'activités qui sont en téléchargement, je dirais. Les employeurs du Bénin apprécient hautement votre implication. Ceci est pour nous une invite pour nous y engager davantage. Les travaux vont donc permettre de tracer de nouvelles lignes d'orientation des actions de lutte contre le travail des enfants. Le rapport 2021 des États-Unis sur les pires formes de travail des enfants sera aussi examiné. Vous convenez avec moi que beaucoup d'enfants échappent encore aux mécanismes de protection mis en place et se retrouvent malheureusement de façon précoce sur le marché du travail. Combien d'entre eux ne se retrouvent sur les chantiers de construction des bâtiments et autres travaux? Combien d'enfants, abandonnant précocement les classes ou les centres de formation professionnelle, ne continuent-ils pas de déambuler dans les rues, se livrant à la vente de divers produits et objets? Cette première session au titre de l'année 2022 est aussi l'occasion pour les membres du comité directeur national de lutte contre le travail des enfants de relire l'arrêté instituant l'instance. Ils sont plus d'une centaine de jeunes athlètes à prendre part à la 3e édition du cross-country de la rentrée, organisée par l'Office béninois du sport universitaire scolaire. 2 catégories d'âge étaient à l'honneur, notamment les moins de 13 ans sur 5 km et les moins de 20 ans sur 7 km. À l'issue de la course pédestre qui s'est déroulée sur les grands axes de Parakou, les 5 premiers de chaque catégorie ont été primés. C'était pas possible, les gars. Il faut plus de force et plus de courage pour pouvoir le faire. Et voilà, avec le courage des passagers sur la route, ils m'ont encouragé et j'ai pu garder ce courage pour être le premier ici. Quand un adversaire est devant moi, je n'arrive pas à le rattraper. Et donc, je me force pour maintenir la première place. L'organisation d'un cross-country pour lancer la rentrée scolaire au Bénin est désormais l'une des activités phares de l'OPSU. C'est aussi une occasion de promouvoir le sport à la base. Les 2 premières éditions se sont déroulées dans le département du Sud. On s'est dit qu'il fallait venir ici pour aller voir les gazelles du Nord, les guépards du Nord. Et je crois qu'on n'a pas été déçus. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons décidé d'aller plus loin, de quitter les 3 meilleurs pour en récompenser les 5 par catégorie. Donc contrairement aux autres départements où on a primé que les 3 meilleurs par catégorie, ici à Parakou, on a décidé et validé par M. Avant de l'Église de primer donc les 5 premiers par catégorie. Invité à cette activité sportive, le directeur départemental des sports et son homologue de l'enseignement secondaire
n'ont pas manqué de louer l'initiative. Je tiens à féliciter d'abord le ministre des Sports, M. Oswald Omeki, qui a accepté d'inscrire cette activité dans le programme du travail annuel de l'Obs. Je suis très satisfait et je tiens à dire au DGA que les prochaines éditions, je souhaite encore que ça revienne à Parakou. L'enthousiasme que nous avons observé des participants ce jour prouve que l'idée, n'est-ce pas, d'organiser ce cross-country est salutaire. Elle est salutaire et mérite, n'est-ce pas, d'être pérennisée. Les meilleurs de chaque catégorie ont reçu une enveloppe financière allant de 10 000 à 70 000 francs CFA. Les 3 meilleurs de chaque catégorie, en plus des enveloppes financières, sont repartis avec des médailles. Ces jeunes athlètes sélectionnés seront appelés à défendre les couleurs nationales à l'international. Désormais, les regards sont tournés vers la 4e édition du cross-country de la rentrée, qui s'annonce palpitante selon les organisateurs. Et vous venez de voir l'engouement des jeunes autour de la chose sportive. Et c'était donc à Parakou avec la direction générale de l'OPSU et le ministère des Sports, sans oublier le ministère de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle. C'était donc le bulletin matinal de l'information, le tout image sur Actu Matin. Tout à l'heure, quand il sonnera 13h, nous aurons rendez-vous avec la rédaction de Canal 3 Bénin. Tout de suite, les sports, ce sera avec Hakimi Ousseni. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. USM Bénin, établissement privé d'enseignement supérieur spécialisé dans la formation de leaders, vous offre différentes formations homologuées par l'État béninois et accréditées par le CAMES qui vous donne les grades de licence et master professionnel. Au terme de votre formation, vous êtes directement opérationnel dans le tissu économique et maîtrisez les péripéties de l'administration des entreprises, des relations internationales et des sciences sociales. Nos filières en licence Bac+3 et master Bac+5, génie civil, eau et assainissement, administration générale, administration des finances, sciences juridiques, sciences politique, sciences économiques et de gestion, marketing, communication et commerce, banque finance et assurance, finance comptabilité et audit, gestion des ressources humaines, entrepreneuriat et gestion des projets, transport et logistique, gestion des médias, hôtellerie, tourisme et restauration, système informatique et logiciel, assistant de direction. USM Bénin, c'est la boussole à l'emploi indépendant et salarié. Nos différents sites, Cotonou, Calavi, Akpapa, Porto Novo, Lokosa, Boïcon, Parakou, Djougou. Contact plus 229 97 30 84 84. USM Bénin, le chemin vers l'emploi. Allez, sport, c'est avec vous, Hakimi. Bonjour. Christian, bonjour, mesdames, messieurs, amis sportifs, bien bonjour. La liste des clubs qualifiés pour les huitièmes de finale de la Champions League européenne de football s'est allongée ce mercredi et ce au terme des rencontres du second acte de la 5e journée de la phase de poule. Les fortunes sont diverses, les espoirs à double visage selon qu'on nourrit encore de minces chances d'une certaine qualification. La plus attendue des rencontres avait plus de 84 000 spectateurs. C'est bien l'explication entre les deux B, B comme Barcelone et B comme Bayern Munich. Deux adversaires, deux dimensions et deux ambitions, l'un devenant finalement le bourreau de l'autre. C'était sa dernière rencontre à domicile, le Nou Camp, annoncé pour des travaux de rénovation, devra donc fermer. Le Nou Camp, disais-je, a mal vécu le cauchemar de 3 lieux infligés par les hommes de Nagelsmann. C'est vrai que l'Inter de Milan a enterré le rêve des Catalans un peu plus tôt en infligeant 4-0 à Mohamed Tijani, l'international béninois, et le Victoria Pleasant. C'était bien dans la première affaire de ce groupe et c'était aux environs de 17h45. Et bien enseveli avant le coup d'envoi, et bien Xavi et ses hommes avaient tout au moins à sauver les apparences. Cet exercice a tourné court. Les Catalans
ont tout simplement plié face à l'ogre allemand, le type fossoyeur du Barça. 8-2, on rappelle, c'était en 2020. La double humiliation, 3-0 en double confrontation, c'était en 2021. Et là, en 2022, et ce 26 octobre, 3 buts pour 3 buteurs. Le Sénégalais, vous le percevez, et Sadio Mané, le Camerounais Choupo-Moting et le Français Benjamin Pavard. Les trois ont été buteurs, 3 buts. Passé donc au Barça, déconfiture totale, 3-0, synonyme d'élimination. Le Barça devra se contenter, bien malheureusement, d'une funeste 3e place. Un ticket direct pour la C3, c'est bien. La Ligue Europa, de fait, sa vie, l'ex-légende du Barça est devenu le premier entraîneur depuis 34 ans à envoyer 2 fois de rang le Barça en C3. C'est bien triste. Pour l'instant, c'est donc l'élimination qu'il faut retenir comme information. En attendant, bien évidemment, la dernière rencontre qui va se disputer face à Victoria Pleasant. Ce sera donc la rencontre pour l'honneur pour le compte de cette formation catalane. Il n'y avait pas que le Barça qui a joué hier. Il n'y avait pas l'élimination seulement du Barça ou l'humiliation du Barça. J'allais dire hier, eh bien, il y a eu également des rencontres disputées un peu partout comme temps pour le second acte de la 5e journée de la phase de poule de la Champions League. Du côté donc des Français, eh bien, Marseille a été battu en Allemagne par Eintracht. La rencontre s'est soldée par le score de 2-1. Eh bien, il y a encore quelques petite chance de qualif pour peut-être la Liga et la Ligue Europa pour le club français. Pour l'instant, eh bien, c'est bien Eintracht qui fait la belle opération en battant Marseille par le score de 2-1. Les autres résultats pour faire le tour d'horizon donc des matchs disputés ce mercredi, il y a eu donc le 3-0 entre Liverpool et puis Ajax Amsterdam. C'était hier. Napoli poursuit avec sa belle série et sa belle dynamique, victorieux donc des Rangers, score 3-0. L'Atlético et puis le Bayern Leverkusen se sont séparés dos à dos, 2 buts partout. Le FC Porto a passé 4 buts au club Bruges, c'était hier et c'était bien dans le groupe B. Dans le groupe G, Tottenham et puis le Sporting se sont séparés, 1 but partout, ce qui permet donc à Marseille d'espérer certainement une qualif pour la Ligue Europa, puisque Marseille a été battu par Eintracht. La rencontre s'est soldée par le score de 2-1. On va faire un peu le point au niveau des différents groupes. On va commencer par le groupe A, l'Ajax qui a donc été battu par Liverpool, 3-0. C'est Napoli qui reste donc leader de ce groupe qualifié donc pour le second tour, autant que Liverpool qui a 12 points aussi qualifié pour le second tour. L'Ajax à 3.0 pour les Rangers. Dans le groupe B, l'Atlético Madrid et puis le Bayern Leverkusen, disait tout à l'heure, on fait un but partout. Et dans cette poule, c'est bien le club Bruges qui a 10 points, 9 points pour le FC Porto, 5 pour l'Atlético, 4 pour le Bayern Leverkusen. Les qualifiés là, vous les connaissez déjà, c'est bien le club Bruges et puis le FC Porto. Dans le groupe C, le groupe de Barcelone, bien évidemment, j'en avais parlé tout à l'heure. Le Bayern reste leader donc de cette poule avec 15 points. Un sans faute parfait donc pour les Allemands. 10 points pour l'Inter de Milan. Le FC Barcelone reversé donc en Ligue Europa à 4 points. 0 points pour le Victoria Pleasant. Et puis enfin dans le groupe D, comme je l'ai fait constater tout à l'heure, et bien Tottenham et puis le Sporting se sont séparés dos à dos. Un but partout. 8 points donc pour Tottenham, 7 pour le Sporting, 7 points pour Francfort et puis 6 points pour l'Olympique de Marseille. Tout se jouera à l'occasion de la dernière journée au niveau donc de cette poule D. Ce sera la 6e journée de la phase de poule de la Champions League. Et là, rapidement, on va jeter un coup d'œil sur les clubs déjà qualifiés pour les 8e de finale. Ce sont entre autres au niveau du groupe A, Napoli et puis Liverpool. Au niveau du groupe B, nous avons le club Bruges et puis le FC Porto. C'est déjà calé, c'est déjà sûr au niveau de ces deux groupes. Au niveau du groupe C également, les qualifiés sont connus et non Bayern de Munich et puis l'Inter de Milan. Dans le groupe E, on attend le second qualifié. Pour l'instant, Chelsea a composé son but qualificatif pour le second tour, autant que le Real au niveau donc du groupe F. Au niveau du groupe G, les deux qualifiés sont déjà connus. C'est bien Manchester City et puis le Borussia Dortmund. Enfin, dans le groupe H, eh bien, le Paris Saint-Germain et le Benfica sont qualifiés pour le second tour, les huitièmes de finale de la Champions League européenne. Voilà un peu le tour d'horizon, je dirais, de ce qui a fait l'actualité du côté du vieux continent. C'était avant hier et hier comme temps pour l'acte premier, l'acte second de la 5e journée de la phase de poule de la plus prestigieuse des compétitions
européennes. Retour sur le continent, mais cette fois-ci, on va parler de la CAN de beach soccer qui se dispute du côté du Mozambique. C'est bien pour le compte de cette édition 2022. Les rencontres des demi-finales ont été disputées ce mercredi, autant que les rencontres de la 5e place. Pour vous, voici les résultats. Il y a eu 6 buts partout entre le Malawi et puis l'Ouganda. Il a fallu donc la séance des tirs au but pour départager les deux pays. Eh bien, à cette occasion, c'est l'Ouganda qui s'impose devant le Malawi, 4 tirs réussis contre un seul pour le Malawi. Au niveau des demi-finales, le Sénégal qualifié pour la finale. C'était bien grâce à sa victoire 3-2 face au pays organisateur, le Mozambique. Et puis enfin, eh bien, on retiendra que l'Égypte a dominé le Maroc in extremis 5-4. Les qualifiés sont déjà connus, ainsi pour le compte de la finale et puis de la petite finale. La 3e place se dispute demain quand on sera le 28 octobre. Le Mozambique, pays organisateur, joue contre le Maroc. Et puis la grande finale est prévue toujours pour ce 28 octobre demain. Donc, ce sera à partir de 18h15-30. L'affiche, c'est bien le Sénégal qui jouera contre l'Égypte. Les deux formations s'affronteront pour le Graal de fin de cette compétition qui se dispute du côté du Mozambique. Christian, c'était la fin donc de Sport Matin de ce jeudi matin. De toute façon, on retiendra que demain, on aura l'occasion d'avoir des informations relatives donc à cette Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer qui se dispute du côté du Mozambique. Et puis demain également, vous aurez le compte rendu un peu plus complet avec des images et puis des retombées du séjour à Cotonou du président de la Fédération française de handball. Voilà l'actualité un peu résumée ce jeudi matin. Nous vous disons bien merci pour toute cette actualité. On va poursuivre avec l'actualité, puisqu'hier, les membres du gouvernement se sont réunis en Conseil des ministres. Beaucoup de décisions sont prises. On va revenir sur certaines, notamment ces décisions en rapport avec la réhabilitation de tronçons annoncés, ce qui colle un peu au sujet que nous voulons aborder en premier plan. Il s'agit de l'élagage des arbres dans Cotonou. On verra avec notre spécialiste ce matin quels sont les avantages et les risques. Alfred Rognon est environnementaliste et président de l'ONG Agir. Et puis par la suite, on se prononcera sur la réhabilitation annoncée de 64 km de voies d'accès et de traversée. Restez avec nous. Vivez chaque jour des sensations fortes sur votre radio. Ça y est, Fraternité FM, numéro 1 des radios du Septentrion, se rapproche de vous. Téléchargez gratuitement sur Google Play Store l'application Fraternité FM pour savourer, où que vous soyez dans le monde, les informations, la belle musique en temps réel et tout notre merveilleux programme. Fraternité, votre FM à Parakou, la radio de tous les jours. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez
Découvrez désormais depuis votre smartphone ou tablette toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Jeudi, environnement sur Actu Matin. Bonjour à vous, homme environnement de Canal 3. C'est mon gagnant, merci d'être là. Bonjour Christian, bonjour chers téléspectateurs. Herman Adiambossou, oui, Alfred Mounion, bonjour. Bonjour. Merci de prendre ce rendez-vous environnement. Comme je l'annonçais en début d'émission, ce matin, on va faire un tour dans la ville de Cotonou pour voir ces artères bordées d'arbres, mais qui, je dirais malheureusement, connaissent une situation un peu critique, les lagages des arbres sur ces grandes artères. De nos informations, il ressort que c'est sur instruction du conseil municipal que la direction des services techniques de la mairie de Cotonou procède à l'élagage de ces arbres. Alors, des questions à poser à notre spécialiste en environnement pour voir si cette opération a des avantages ou des inconvénients. Et il est là en plateau, Alfred Rouillon, pour nous apporter des précisions là-dessus. Alors, vous avez fait un tour dans la ville de Cotonou où cette opération s'est déroulée. À Siongon, Kanya Siongon, quels sont vos constats? Bon, le constat, c'est que l'élagage des branches au niveau des artères qui ont été ciblées fait que, d'abord, d'une part, on a une vue large sur les boulevards où ça a lieu. Et ensuite, on constate que les déchets sont encore là. Les services ne s'activent pas encore, puisque c'est des travaux qui ont commencé il y a quelques jours, plus d'une semaine, disons même près de 3 semaines. Mais on constate que des branchages sont encore là, des feuilles sont encore là, les déchets y sont. Et c'est vrai, on a vu par endroits des agents de la SGDS qui s'activent, mais ce n'est pas encore ça pour une ville qui aspire à devenir plus belle, plus esthétique encore. Et voilà, on va faire un tour avec vous, puisque vous avez promené les caméras de Canal 3 sur ces artères-là. De visu, nous allons constater ce qui est fait en ces lieux. À première vue, on penserait que ces arbres sont anarchiquement coupés par des personnes à la quête de bois de feu. C'est plutôt la direction des services techniques qui prend des dispositions en période de pluie sur les artères de la ville de Cotonou. Le personnel au travail le fait donc sur instruction de la hiérarchie et explique les raisons. La mairie s'est engagée pour faire le lagage. En ce moment-ci, même la pluie ou le vent se lève, bon, ça ne va plus créer ce genre de dégâts. C'est pourquoi on est là pour faire les lagages. Si certains arbres sont penchés d'une manière, on les coupe en même temps pour le bien de la population. C'est pourquoi on est là. Et vous avez commencé? Même dans les écoles, là où il y a des arbres qui sont déjà assez vieux, on les diminue un peu pour que ça ne tombe pas sur les élèves. Bon, c'est pour ça qu'on est là. Les lagages se justifient en ce sens qu'en saison de pluie, la moindre tempête fait chuter des branches qui causent des incidents malheureux. Alors, pour éviter de tels drames, des mesures de prévention sont prises. De temps en temps, s'il y a la pluie ou le vent se lève d'une manière, ça, comment je vais dire, ça fait que les arbres tombent à eux-mêmes et ça blesse certaines personnes, ça crée des dégâts, je vais dire. Où atterrissent les déchets engendrés après l'élagage. C'est dans les ménages que les branches coupées sont acheminées par les populations elles-mêmes. Là, elles servent à plusieurs usages. Bon, nous sommes juste là pour aider la mairie à débarrasser les branches qui sont un peu partout sur la voie. Voilà. Et les feuilles. Par exemple, les feuilles, ceux de torfin, on dit non, ou bien quoi. Les torfins
Ils viennent prendre les branches et puis les feuilles pour mettre dans leurs eaux, pour faire les acadias. Ouais, non, donc c'est un avantage pour eux. Donc, nous sommes chargés de les aider à débarrasser les lieux. Les fagots aussi, on débarrasse pour que l'endroit soit propre. Certaines personnes contactées, mais qui requièrent l'anonymat, pensent que ces élagages constituent des risques liés à l'environnement. Et voilà ce constat de terrain. Réaction avec vous, Herman Niamboussou. Oui, c'est vrai que c'est un sujet qui a sans doute alerté la rédaction au départ. On nous avait dit que c'est des populations qui sont en train d'élaguer ces arbres-là, alors même qu'on dit que les arbres sont protecteurs de l'environnement, que les arbres travaillent à faire de l'ombre pour que ceux qui doivent faire des courses à pied puissent quand même avoir de l'ombrage pour s'abriter quand il fait soleil. Et une fois sur le terrain, à ce moment, on fait bien de constater que c'était plutôt une opération conduite par la mairie de Cotonou, parce qu'ils l'ont expliqué également dans le reportage, c'est pour éviter qu'en temps de grands vents ou de grosses tempêtes, que des arbres puissent tomber d'eux-mêmes ou que des branches tombent pour créer des dégâts. Et donc je pense que c'est une bonne opération, sauf que ici, est-ce que c'est comme peut-être parce qu'on n'est pas habitué régulièrement à voir la mairie le faire, et quand vous prenez par exemple le cas de la devanture du canal 3 Bénin, c'est la maison même qui, par moment, appelle des gens pour venir élaguer ces arbres-là parce qu'il y a des câbles électriques qui passent par là. Est-ce que c'est une opération qui est abandonnée, qui s'exécute quand la mairie le veut bien? Je pense peut-être qu'il faut habituer les Béninois à de tels comportements pour qu'on n'en arrive plus à cette dénonciation qui, à la fin, se révèle être des opérations bien faites ou bien organisées. On a constaté, puisque lorsque vous voyez ces différentes artères que nous pratiquons, bien souvent dans la ville de Cotonou, que l'aspect a totalement changé. Avant, il y avait assez d'ombrage et même en pleine journée, vous avez du mal à voir un peu loin, puisque l'ombre était vraiment trop. Mais là, c'est, disons, un peu plus clairsemé. Hakimi. Bon, a priori, c'est ce que nous constatons. Maintenant, le constat que nous faisons de ce que c'est clair, c'est bien à voir et tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire qu'on ne se passe poser des questions sur ce qu'adviendra-t-il de ceux qui, de temps en temps, profitaient de cet ombrage. Parce que ça, c'est aussi une question. L'AS dont vous parlez, l'AS qui a fait objet de reportage par Asimbo Kanyasi, bon, c'est un axe où on sait très souvent que de temps en temps, quand le soleil est très ardent, et bien on y profite pour prendre un peu de fraîcheur, bien évidemment. L'opération elle-même, c'est une opération très délicate. Parce que je me souviens qu'une fois, l'opération était en cours, comme l'a dit Herman tout à l'heure, devant les locaux de Canal 3 Bénin. Et je crois avoir été interpellé par un ami, un promo, agent des eaux et forêts, qui ne comprenait pas que d'initiative on s'adonne à cette opération. Parce qu'en réalité, comme je l'ai dit, c'est une opération très délicate, c'est une opération nécessaire certainement pour des questions de sécurité, mais la délicatesse de l'opération impose un certain nombre de dispositions pratiques à prendre. Qui est habilité à ordonner l'élagage? Qui sont ceux qui sont appelés, ceux qu'on peut, la main-d'œuvre qu'on peut utiliser en la matière? Est-ce que cette main-d'œuvre sait comment s'y prendre? Parce qu'en réalité, oui, il faut tenir compte aussi parfois de certains éléments. L'âge des végétaux, c'est pas n'importe quel arbre qu'on vient élaguer. Est-ce que la période au cours de laquelle l'opération est lancée, c'est une période favorable? C'est aussi un facteur très important à prendre en compte dans l'opération d'élagage. Et donc, je me dis que quand c'est la mairie à travers sa direction des services techniques qui a instruit à cette opération, c'est qu'il aurait certainement fallu aussi que on soit rassuré que toutes les dispositions, en tout cas les inquiétudes que j'énumère ce matin, ont été prises en compte pour que l'opération puisse être conduite à bon port et qu'on n'ait pas de conséquences inhérentes à cette opération. Quand le réseau électrique se retrouve dans les arbres, comment est-ce qu'on s'y prend pour éviter que, en élaguant, qu'on n'ait pas, je dirais quoi,
à créer d'autres situations aux populations riveraines. Vous imaginez par exemple devant Canal, c'est l'opération tourne court. Ce que ça peut créer d'abord, même pour les propres installations de Canal, c'est déjà un gros problème. Maintenant, toutes les populations environnantes qui sont logées sur les réseaux électriques et qui passent devant Canal, ça pose donc un grand problème. Ça aura des conséquences. Donc moi, ce matin, très heureux de savoir qu'il y a un spécialiste en la matière sur le plateau. Il nous dira un peu, quand d'abord, l'opportunité de l'élagage, quels sont les végétaux qui sont appelés à se voir élaguer dans une période bien précise, quelle est la périodicité de l'élagage. Maintenant, est-ce qu'entre-temps, une autorisation a été peut-être reçue de la part des services des eaux et forêts, parce qu'une fois que vous avez mis des plans en terre, vous n'avez plus, je dirais, le contrôle de ce que vous faites de ce plan. Et vous pouvez même arriver un patrimoine exactement, il peut arriver que le service des eaux et forêts vous appelle pour vous demander pourquoi est-ce que cet arbre est dans cet état, parce que, bien évidemment, c'est de leur ressort de la protection des végétaux et tout ce qu'il y a autour. Donc, la flore et la faune appartiennent donc, je dirais, c'est sous le contrôle des agents des eaux et forêts. Donc, ce sont des inquiétudes comme ça que je jette pêle-mêle. Je voulais juste me rassurer ce matin avec notre invité, notre guide sur le plateau, sur ces différents éléments dont il faut tenir compte avant de se lancer dans cette opération. Parce que si elle alerte, c'est parce qu'on a l'impression que c'est peut-être pas bien fait. Oui. Si elle alerte, c'est peut-être parce qu'on se dit que les arbres ont été, les résidus ont été abandonnés sur le terrain. Si elle alerte, c'est qu'on se demande un peu, bon, c'est quoi les conséquences de cet exercice pendant que nous sommes en saison pluvieuse, est-ce que ça n'aura pas de répercussions, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc bref, ce sont des inquiétudes dont j'espère trouveront des réponses avec voilà. En face de vous, il est bien assis, Alfred Rouillon. Oui, on vous adresse la question. Oui. D'abord, à la vue de ces images, ou peut-être que vous avez déjà pris par ces taxes-là déjà, quelle fut votre toute première réaction? Merci beaucoup et déjà merci pour les pistes d'analyse que vous avez faites. Et bon, je suis passé par là juste dans cette semaine et ça m'a surpris. J'ai été surpris, j'ai dit, ah, mais qu'est-ce qui s'est passé par là? Je ne savais même pas que je serais sur le plateau aujourd'hui. Vous avez dû voir vous-même, c'est choquant au fait. Quand j'ai vu tout ce qui s'est passé, c'est choquant parce que j'ai comme l'impression, je ne sais pas si on regrette, parce que quand vous voyez tout le dispositif qui est mis en place pour bien gérer tout ce patrimoine végétal et que ça se passe comme ça c'est la deuxième fois que je vis ça. Et en 2017, j'avais fait une présentation sur le patrimoine végétal au ministère et il y avait une organisation qui n'est pas encore très formelle qui a piqué une partie de ma communication, qui est descendue directement sans l'aval de la mairie, ni des eaux et forêts, ni des directions. Vous allez constater que Carrefour en poule, il y avait des espèces au milieu. Très bien. Vous ne les voyez plus. Est-ce que vous savez que ce n'est pas du tout les autorités qui ont demandé d'enlever? C'est juste une organisation informelle de jeunes qui a piqué une information que j'ai passée dans une communication, qui est venue enlever dans un espace public des arbres. Tout déraciné. Elles étaient où? Parce que j'avais mis un accent sur les espèces qui étaient là, qui ne devaient pas rester là, pendant une communication en 2017. Et puisqu'ils sont proches du pouvoir, je ne sais pas, en griffe, ils sont venus faire ça. Et là, vous voyez qu'il n'y a aucun spécialiste dans cette opération délicate, mais hautement délicate. Alors, parce que la sylviculture, là, c'est la sylviculture pure. En plus, une sylviculture qui a besoin d'une connotation particulière, sylviculture urbaine. C'est-à-dire, c'est pas la sylviculture où on peut faire du débardage en brousse, dans des plantations, où tout est brutal. C'est en ville. Donc, l'opération doit être vraiment accentuée sur la sylviculture urbaine. Et nous avons plein de spécialistes. Tous les cours que nous on a reçus en agronomie, dans les lycées, c'est où on met ça en pratique maintenant? On confie ce genre d'opération à des novices. Ça, c'est toute une spécialité qui est là. En plus, on ne coupe pas n'importe quel arbre dans une ville. Déjà, on ne met pas n'importe quel arbre. C'était là l'erreur. Oui. Je ne vois même pas les œufs forêts là, alors que c'est les sylviculteurs attitrés du pays. Et deuxièmement, il y a ceux qui sont aussi dans l'aménagement urbain, les paysagistes, qui ne sont pas intervenus. Parce qu'il faut couper les arbres suivant des azimuts, l'élagage doit être fait suivant certains nombres. Vous avez remarqué que, par exemple, vous visitez les pays occidentaux, les artères, il y a les manières de les couper, il y a un plan de coupe
pour pouvoir maintenir l'ombre à une certaine hauteur, pour pouvoir maintenir le houppier, et contenir le houppier dans un certain cadrage du terre-plein central. Tout ça, c'est du matériel et matériel qu'on acquiert pour bien faire le travail. Et on ne fait pas non plus le travail de façon à ce qu'il y ait différentes opérations après. Par exemple, pendant qu'on est en train de couper normalement, il y a ce qu'on appelle les BRF qui ne coûtent pas cher. On en a tellement proposé aux cabinets d'études qui sont au niveau du gouvernement, les cabinets d'études qui s'occupent de la paysagerie. Moi, je l'ai proposé, j'étais même en France, ils ont commandé plein. Je ne sais pas là où c'est maintenant. Les BRF, c'est des dispositifs qui permettent de couper les arbres et de transformer en même temps les débris végétaux en truc, bon, BRF, en bois raméal fragmenté. Pour ne pas, et en même temps vider dans les bennes et les amener. Et il y a, donc vraiment, il y a trop de choses à dire là. Je crois même que si les EFORET fonctionnaient et les solutions... Ça fonctionne. Si ça fonctionne, ils devraient même attaquer l'opération. Parce que la mairie ne peut même pas se permettre de faire cette opération avec les gens que je vois là. Mais ils connaissent rien de la justement, quand vous voyez même les coupes qui sont effectuées... Mais comment on parle d'embellissement du paysage urbain. Et on a mis des arbres. Déjà, les arbres, on critique les arbres parce qu'il n'y a pas les espèces qu'il faut à la place qu'il faut. Oui, on comprend ça. C'était l'erreur. Maintenant qu'on a mis et que ça séquestre du carbone, ça joue un certain nombre de rôles. Ça crée de l'ombrage. Et qu'on veut les élaguer pour qu'il n'y ait pas des chutes, parce qu'il faut la sécurité, il faut prévenir tout ça. C'est pour ça qu'on a des plans de coupe chaque année, des plans d'élagage et des plans de forme. Parce que quand on élague, on donne une certaine forme pour éviter que ça perturbe la canalisation, le gaz, les tuyaux, et comment on appelle, la SONEB et tout ça. On fait les coupes de telle manière, on voudrait obtenir un paysage donné dans la ville. Ces parterres-là, qu'est-ce qu'on veut obtenir? Vous avez remarqué à Versailles? Vous avez remarqué un peu dans les parterres en Europe, en Allemagne, à Londres, vous allez voir que les arbres ont une forme donnée. Justement, on oriente les arbres même dans cette forme. Et c'est ça qu'on appelle, ils appellent même ça l'architecture urbaine. Ouais, tout ça est lié. Donc, alors, finalement, nous sommes en présence d'une anarchie totale. Christian, ça m'inspire. Ce qu'il venait de dire m'inspire. Parlez-nous votre inspiration. Une anecdote, on était quelque part où un confrère, voyant les arbres, il dit, mais ici, les arbres poussent. C'était où? Les arbres poussent avec respect. Oui. Vous comprenez? Oui. Il dit, ici, les arbres poussent avec respect. Oui. Il a dit ça. Vous les voyez, c'est la même taille, la même forme, sur des kilomètres. Sur des kilomètres à perte de vue. Vous voyez ça, et le confrère... Il est resté là-bas ou bien vous l'avez ramené? Amadou, il est au pays. Ici, les arbres poussent même avec respect. Vous étiez où? On va se le dire dans les coulisses. C'est pas bon de dire. Vous étiez en Espagne. Bon, allez, on vous écoute. C'est tout un dysfonctionnement. Non, mais c'est clair. Je crois que c'est pour ça que je disais tout à l'heure que n'étant pas spécialiste de la question, c'est qu'il y avait quand même bien des questions qu'on peut se poser. C'est d'ailleurs pour ça que la présence sur le plateau de notre invité, ça fait intéressant parce que à première vue, comme vous l'avez dit quand vous me posez la première question, c'est qu'on a l'impression que ça fait beau. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. D'abord, les entreprises ou peut-être les personnes qui ont été sollicitées pour l'élagage, donc les élagueurs de circonstances, est-ce que ces derniers ont des polices d'assurance? Parce que ce qui est en train d'être fait, c'est tellement délicat que... Qui les a recrutés? Bon, la mairie. Parce que assurément, nous a dit que c'est une opération commanditée par la mairie. C'est pour ça qu'il a demandé, mais en temps, est-ce que la direction des services techniques, j'espère qu'elle aura à nous proposer son son de cloche pour qu'elle puisse nous dire quelles sont les dispositions qui ont été prises dans le cadre de cette opération et dont on parle ce matin. Est-ce que tous ces éléments ont été respectés? Parce que, comme je vous l'ai dit, il a fallu juste un passage de ce dernier, de ce collègue des EFORET, pour interpeller de ce que, est-ce que l'opération a requis l'avis des spécialistes des EFORET. Une opération du genre, dans une ville telle que Cotonou, dans un espace du genre, ne peut pas se faire sans qu'on ait pris les dispositions idoines en la matière. On ne peut pas ne pas respecter les normes
exigé dans le cadre d'une telle opération aussi délicate, comme je vous l'ai dit. C'est-à-dire, élaguer un arbre, ça a l'air d'être simple. Je me lève, j'ai mon coupe-coupe, on monte et puis on tape ici, on tape là-bas, là, les feuillages descendent et tout ce qui est autour, et puis bon, voilà, c'est terminé. Mais alors, ça ne devait pas être ça, parce que pour des spécialistes, ça aurait pu être fait autrement. Si les justement, il a sorti assez de thèmes techniques d'ailleurs ce matin. Exactement. Sur les images qui nous ont été proposées. Oui, on revoit les images avec Christelle. À côté d'un arbre qui semble-t-il a fait objet de lagaille. C'est que juste à côté, vous voyez, il y a encore un autre arbre qui est debout avec ses feuillages. Bon, sur quelle base le premier arbre qui est juste à côté a été largué, alors que l'arbre qui est à côté n'a pas été largué. Ça a été fait sans respect. Vous voyez, donc l'opération est délicate. C'est pour ça que je crois qu'au-delà de ce qui est en train d'être dit, c'est que en réalité... Dans un pays où les environnementalistes sont vraiment rigoureux, c'est qu'on risque même d'interpeller l'autorité communale par rapport à cette opération. D'accord. Vous parlez d'interpellation de l'autorité communale et je partage avec vous ces propos d'un téléspectateur très fidèle d'Actu Matin. Il s'agit du professeur Gilles Goï qui dit « Pour écrire simplement, je dis qu'on devrait fortement sanctionner la mairie de Cotonou qui est dans une approche criminelle de destruction sauvage du paysage. » Herman. Oui, à chacun sa spécialité. Vous avez suivi Alfred Rougnon qui nous a dit ce que c'est. Effectivement, quand vous voyez un peu tel que la manière dont ces arbres ont été élagués, on a l'impression qu'on a voulu transformer des arbres en objets d'art. C'est-à-dire, vous avez... on nous envoie désormais dans un musée plein air, parce que l'autre arbre qui a été... Comme si c'est la foudre qui est venue descendre les feuilles et tout. Non, je pense que c'est une grosse fagaille. Bon, vraiment... Bon, ce qui est fait est fait. Non, ce qui est fait, non, comment je dis, c'est d'arrêter, c'est de suspendre rapidement cet élagage-là, si ça continue encore. C'est une sculpture. C'est comme si c'est la foudre. C'est pas un élagage, c'est un émondage. Là, ils ont émondé carrément l'espèce. Ça peut ne plus vivre, hein, ça peut devenir un bois mort debout. Ça dépend du cycle physiologique. Et les émondeurs se sont exprimés. En plus, si vous me permettez, c'est généralement les œufs forêts qui ont planté. Au fait, c'est le patrimoine des œufs-forêts. Oui. En plus, c'est pas la mairie. Je ne suis pas sûr que ces espèces-là, à ce niveau-là, je me rappelle bien, c'est l'opération des journées de l'arbre que les œufs-forêts ont mis en place, qui ont donné ces résultats. Et quand les gens se lèvent pour faire ça, sans l'administration... Comment ici on dit les évolutions. Déjà, c'est vrai qu'ils ont laissé les espèces-là évoluer sans normes, dans la dénorme. Oui. Il n'y a pas eu de suivi. Parce que l'administration est cloisonnée, les gens ne travaillent pas ensemble. C'est souvent des secteurs... Il a même un marteau. C'est souvent des secteurs qui ont besoin d'administration intégrée. Parce qu'il faut les chercheurs, il faut les forestiers, il faut les paysagistes ensemble pour suivre un protocole donné. Mais ça, c'est pas fait au Bénin parce qu'il y a souvent des cabinets en arrière qui veulent gagner des marchés. C'est sûr que c'est un cabinet qui a pris ce marché, mais qui n'est pas spécialiste en matière de sylviculture urbaine. C'est pour ça que je parlais d'abord de l'âge des végétaux. Vous voyez, au niveau de ce taxe, il y a des végétaux peut-être de 5 ans, de 10 ans. Oui. Il y en a peut-être d'1 an ou de 2 ans. Or, en termes de périodicité, eh bien, il n'y a que, quand le végétal tourne autour de 5 ans, c'est peut-être 1 fois ou 2 fois l'an qu'on fait l'élagage. Quand c'est plus de 15 ans, c'est peut-être 3 ou 4 fois, ainsi de suite. Donc, je crois que c'était déjà tous ces éléments qu'il faut intégrer dans l'opération qui a été menée. Et comme je l'ai dit, ça ne peut pas se faire en réalité sans qu'il y ait l'œil d'un expert en la matière. Les conséquences vont avec. Même les populations riveraines, les usagers, les motocyclistes, les automobilistes et consorts ne sont pas épargnés de ce qui se fait là. Et quand vous voyez l'axe, il y a des cours privés, des cours d'enseignement là où les enfants aussi ont la possibilité bien évidemment de profiter de ces ouvrages-là. Il y a même parfois des sorties pédagogiques. Si ça a été décidé dans un couloir de la direction des services techniques, je crois qu'il aurait fallu mûrir la décision et à l'instant nous parlons autour de la table appeler les différents spécialistes. Mais au-delà, comme on ne peut pas, si entre-temps un agent des eaux-forêts a pu m'interpeller moi,
c'est que j'estime que quand même, on ne peut pas me dire que depuis que l'opération a commencé, qu'aucun agent des eaux forêts n'est pris par ce taxe-là pour avoir on peut s'auto-saisir de ce qui est en train d'être fait sur ce taxe. Peut-être que c'est fait et que nous n'avons pas l'information. Bon, je veux bien connaître cette information. Est-ce que ça a été arrêté l'opération? Mais alors pas du tout, l'opération a continué. Voilà, donc il faut forcément qu'on puisse sonner la fin de la récréation. Qu'on fasse des choses dans les règles de l'art. Et puis la période à laquelle c'est fait, ça me paraît un peu bizarre parce qu'on tend vers la fin de la petite saison de pluie. Bientôt, c'est la saison sèche. La saison sèche. Oui. Et c'est voilà. Et c'est vers la fin de cette saison-là qu'on commence par élaguer des arbres. Ça devrait l'être. Émonder, voilà. Ça devrait l'être, disons déjà, au mois de mars ou bien même de mai pour éviter des chutes. Exactement. C'est là l'importance du plan d'action. Il faut qu'il y ait un plan d'entretien des arbres dans la ville, ce qui ne se fait jamais, parce qu'on veut justement planter les arbres pour que Dieu arrose. Or, normalement, dans la ville, bon, je sais que le CIRAT a mis beaucoup de citernes maintenant, ils s'arrosent les arbres eux-mêmes. Et ça fait que quand on fait les plantations dans la ville, on veut suivre les plantations symboliques de la journée de l'arbre, ce qui n'est pas normal. On doit planter des arbres à n'importe quel moment de l'année et avoir un plan de gestion de ces arbres-là. On montre même à quoi ressemble le paysage dans 5, 10, 20, 30 ans. Et quel problème on veut, et quel problème pourrait affronter avec ces types d'espèces-là qu'on est en train de mettre. Et tout ça là n'est pas dans le programme d'aménagement humain au fait. C'est pour cela qu'il serait intéressant d'avoir peut-être un conservatoire de la biodiversité dans la ville ou bien un jardin botanique qui s'occupe. Parce que ce n'est pas une administration qui s'occupe de ça. L'administration en réalité s'occupe des politiques. Et dès qu'il s'agit de questions de terrain, ils sont souvent coincés. Vous voyez, donc, pour ça, normalement, dans les grandes villes que moi j'ai connues, il y a le réseau des pépiniéristes, ça existe. Les pépiniéristes existent au Bénin, à Cotonou. Il y a les cartographies, on peut les prendre en GPS et avoir les cartes. Les former, les renforcer. Parce que là, vous voyez, il y a un cabinet très puissant là, qui a acquis du matériel, mais qui ne sait pas l'utiliser. C'est pour ça qu'il ne peut pas sortir le matériel. C'est-à-dire quand vous voyez les broyeurs de végétaux, qui ont leur système de lame qui coupe suivant un azimut donné, c'est là. Mais puisqu'ils l'ont acheté et ils n'ont pas le spécialiste qui va l'utiliser, ils l'ont garé. Ouais, donc c'est ce dysfonctionnement-là, on ne peut pas confier l'espace public à totalement des privés. Ils ne vont pas faire le travail, en plus le budget, c'est une question de souveraineté. Pour cela, puisque le chef de l'État actuel aime beaucoup la plante et dit même qu'on ne veut plus donner l'ordre de couper des arbres, c'est maintenant qu'il faut gérer l'espace public. Parce qu'avant d'aller même dans les maisons privées, il faut déjà que l'État soit très prépondérant dans l'espace public et le fasse très bien pour qu'on ait un modèle qui reflète ce qu'on veut faire chez les gens. Un peu comme ça se fait en Chine. Oui. Ah oui, là-bas on ne coupe pas. Allez, on va poursuivre. Ça se fait en Afrique du Sud, comme chacun dit là. Les masses médias même nous montrent de quoi il est question. Même sans bouger, on sait par exemple qu'on jette un coup d'un peu partout, on a toutes ces infos. Afrique du Sud, là vous constatez de visu. En Espagne. Bon, c'était pas en Espagne. C'était plutôt en Afrique. Ah, bon, en Tunisie, bien évidemment. Tunisie, Maroc. On sait de quoi ça retourne parce que si on voit ainsi sur l'Afrique, bon, peut-être on remonte à 2004, bien évidemment. C'est clair que quand vous jetez un coup d'œil quand vous jetez un coup d'œil, par exemple, en Tunisie, sur l'avenue Habib Bourguiba, vous êtes fasciné. Il n'y a rien à faire. Ça se lit et ça se voit. On sent que les gens ont fait un travail formidable en termes de gestion, en termes de maîtrise, je dirais, de l'espace végétal. Et puis, ça vous donne envie. Quand vous y êtes, vous respirez de bonheur. C'est un peu partout. Je crois qu'il faut qu'on arrive à faire ce travail-là. D'accord. Est-ce que ça n'a pas commencé avec l'asphaltage et puis les plans qui sont mis Pourquoi pas multiplier les espaces verts, travailler à ce que nous en dénombrions suffisamment. Et maintenant, le peu qui existe pour le moment, qu'on puisse quand même bien l'entretenir. Je crois qu'on aurait réellement eu les spécialistes en la matière sur ce taxe-là, que vous verrez que ça va faire beau. Les gens vont élargir, mais élargir dans les normes. Et vous restez par exemple du côté, mettons quoi, du centre d'accueil, vous verrez jusqu'au Carrefour Bédio Médé, par exemple, de façon très claire et nette, parce que suivant une coupe bien donnée, soit on veut
on vous proposait une coupe en Y, une coupe en L, une coupe en T. C'est tellement beau à voir. Donc, c'est pas possible qu'on voie un truc du genre. C'est tout un travail architectural. Ce ne sont pas les spécialistes en la matière qui ont fait ce travail d'élagage au niveau de cet axe. D'accord, ce sont les émondeurs. Nous les avons vus. Allez, le gouvernement va continuer par embellir nos villes, les villes du Grand Nokoué, Cotonou, qui va continuer. On va changer alors le titre, c'est plus élagage, c'est émondage. C'est une interpellation. Il y aura des arbres qui seront forcément mis en terre quand les travaux vont commencer, quand les travaux vont évoluer, un peu comme nous l'avons vu avec le projet asphaltage qui a transformé un tant soit peu nos villes. Il y a des travaux de reprise de chaussées des axes dont l'état de praticabilité n'offre plus de confort nécessaire et ne favorise pas une bonne mobilité des usagers. Et en Conseil des ministres hier, eh bien, il a été décidé de la réhabilitation et de l'aménagement des voies d'accès et de traversée de Cotonou pour offrir plus de mobilité aux usagers, aux concitoyens. Alors, de ces artères, on va citer quelques-unes pêle-mêle. On parle de l'échangeur de Godomain, du stade de l'Amitié, du Carrefour Toyota, à l'Étoile Rouge, du Carrefour Toyota au Carrefour Cadiaron, place de souvenir, du Carrefour Douane Aéroport, place de souvenir en tout cas. Beaucoup d'artères et le total ça fera 64 km à Kimé Ousseini. Pour vous qui pratiquez, vous voyez, c'est de très belles initiatives, c'est de très belles annonces. Et in fine, quand ça va se concrétiser, vous verrez que ça va changer forcément l'aspect de ces différentes de ces axes dont vous parlez. Carrefour Toyota, très emprunté, la place de souvenir qui tombe sur l'aéroport, parce que vous voyez, si un travail du genre a été déjà fait en termes de visibilité et d'attrait au niveau de l'aéroport international Bernardin Ganti, et que lorsqu'on descend et qu'on passe devant le ministère des Finances, le ministère du Tourisme, le ministère des Affaires étrangères, devant l'ORTB, qu'on arrive à la place de souvenir, il y a de quoi également, Christian, y apporter quelque chose de beau. Et ça redescend directement sur la présidence de la prison. Ce n'est pas choisi à dessein. C'est fait de telle sorte qu'on puisse véritablement harmoniser ce qui est déjà l'existence sur le terrain, qu'on l'arrive avec ces différents acteurs. Parce que si vous faites un peu le tour, vous verrez que ce sont des voies qui se tiennent. On parle du stade Général Mathieu Kérékou, on parle du Carrefour Toyota, on parle de l'échangeur, on redescend au niveau de la place de souvenir, on remonte vers l'aéroport international Bernardin Ganti. Vous voyez que c'est bien tracé, c'est tout un circuit. Et je crois que à l'arrivée, quand ça aboutira, vous verrez que ça va véritablement changer l'aspect de la ville. Qu'on pense non seulement à ce qui est à Cotonou, d'accord, mais qu'on identifie aussi d'autres villes qui ont besoin de ces attraits-là, parce que oui, Cotonou, d'accord, c'est la vitrine, mais on peut plaider aussi pour d'autres villes comme Porto Novo, par exemple, qui constitue la capitale de notre pays. Il y a quand même des régions environnantes qui ont besoin aussi de cet attrait-là. Et vous allez voir que on n'aurait pas eu tort de voir aboutir ces différents projets-là. Oui. On vous écoute, Alfred. Oui, c'est du très beau rêve. Mais malheureusement, il y a un canevas, quoi. Il y a un couloir qu'il faut respecter pour que ce soit durable. Sinon, juste après le régime, tout va tomber à l'eau. Le couloir, c'est quoi? Il y a des bases fondamentales. Lorsqu'on veut aménager une rue, lorsqu'on fait l'asphaltage, il faut d'abord créer la base, c'est-à-dire une pouponnière qui fabrique les arbres. Quel type d'arbres? C'est à ce niveau qu'on retrouve tous ces chercheurs, ces gros cadres qui ont pris par l'université, les eaux forêts et tous ces paysagistes qui ont été formés partout dans le monde, qui sont rentrés au pays. C'est dans ce lot-là qu'on les voit pour la détermination de la qualité de l'aménagement qu'on veut avoir. Et ça, dans d'autres pays, on parle de conservatoire, on parle de jardin botanique, on parle d'institut qui est libre, qui est apolitique. Parce que quand la politique rentre dedans, parce qu'il y a de l'argent dans l'aménagement, ça casse tout. Et de là naissent les horticultures. Est-ce qu'il faut associer les paysagistes? Est-ce qu'il faut les former, les renforcer en équipement et en qualité de raisonnement? Et maintenant, on commence par faire les autres. Sinon, on serait toujours tributaire de l'importation d'espèces bizarres. Moi, j'ai vu très beau et par terre, asphalté,
Mais j'ai vu des espèces qu'on ne peut pas expliquer. Cléricidia sepium, par exemple, j'en ai vu tellement dans les artères. Je dis, mais ça cherche quoi dans le paysage urbain? Un fourrage ramené par des Allemands. Parce que c'est rapide. C'est une espèce à croissance rapide, suffitessante. Ça pousse, même en bouturage simple. On l'a mis dans mais les racines, ça va poser des problèmes. Oui, mais ça va poser d'énormes problèmes après. Mais ça ne reflète même pas le Bénin. Du tout, un fourrage importé va faire quoi dedans? Donc vous voyez, il faut définir les politiques. Là, on ne fait pas la politique là. On met les têtes pensantes. Ils sont là, hein, ils dorment dans les bureaux parce qu'on ne les sollicite pas. Donc, ils créent la pouponnière et renforcent l'horticulture. On ne peut pas faire de l'aménagement du paysage urbain et importer des espèces. Ça ne va pas être bien. Là, ils sont à un taux de corporation de 6%. On a près de 3000 espèces. L'EBI national lui-même n'a compté que 2807 espèces qu'il a mis dans un livre avec une trentaine d'espèces qui n'ont rien à voir avec des espèces patrimoniales. Bon, on peut quand même dire que c'est 2807 espèces. Mais ça, c'est le patrimoine végétal. Dans ça, là, donc, on n'a pas ce qu'il faut pour aménager notre paysage. Oui, c'est ça. Donc, cette base-là, créer des pépinières, créer des structures qui définissent l'arbre qui doit rester à tel endroit. On a, par exemple, près de 400 gazons. Vous voyez, chez nous, quand vous allez sur la chaîne de l'Atakora, c'est les meilleurs gazons. C'est des fourrages. On a plein de trucs qui sont là, restés coincés à l'université, dans les mémoires, qu'on devait potasser pour créer cette base de données-là utile. C'est toute une liste. C'est plus une étude. Hein. On n'a plus besoin d'études parce que les résultats sont là. Il suffit de les compacter, de mettre les têtes pensantes autour pour qu'il n'y ait pas de la politique parce que les gens se partagent trop bien quand il s'agit de la politique. Et c'est ça qui va engendrer le bon aménagement pour ces parties-là. Parce que nous avons par exemple des espèces à Cotonou qui ont besoin, qui sont des potentiels candidats pour l'aménagement, qu'on ne va jamais retrouver. Alors c'est ça qu'il faut restaurer, des espèces patrimoniales. On a aussi ces espèces-là, parmi elles qui sont locales, qui présentent des architectures naturelles, très belles, des architectures embellissantes pour la ville. Mais si les gens ne vont pas dedans, qu'on se frotte, parce qu'il faut se coller pour donner de bons résultats, ça va toujours être un problème. Parce qu'on va mettre des espèces qu'on ne maîtrise pas, comme ce qu'ils ont fait à Cotonou. Vous voyez les pâtés là, la façon dont les arbres ont poussé, sont devenus un peu bizarres. Et pour que les gens en arrivent à l'émondage, c'est parce qu'on a mal choisi. On ne peut pas mettre de Kaya sénégalensis là. C'est d'abord la nappe phréatique, on est au bord du lac Nokwe. Ok? C'est pas bien. Or, les Kayas, c'est vrai que c'est des espèces de galeries. Mais on a bien dit galerie, on n'a pas dit espèce de berge, de lac, ni de mangrove. Donc, ça pose un problème d'avenir. Et c'est des gros arbres qui poussent n'importe comment. Avec une architecture qui n'est pas claire. C'est pas embellissante. Elle est un peu en désordre dans ses branches. Pour l'aménagement, la réhabilitation des axes routiers dont on choisit, forcément on doit mettre des arbres. Je suis sûr qu'ils ne sont pas dans la dynamique. Parce que il y a des arbres qui ont un développement rythmé. On les connaît. C'est-à-dire, ça donne des branches régulières qui ne donnent pas trop de boulot. Non seulement ça, il y a des arbres qui donnent des feuillages persistants, un feuillage persistant, des feuillages persistants qui réduisent comment on appelle le nettoyage. D'autres qui sont des fruitiers, donc vous voyez le nettoyage est un problème. Donc on tient compte de tout ça. D'abord le rythme de l'embranchement. Oui. Comment les branches, c'est en désordre. Et c'est ça qui définit la politique du plan d'aménagement, du suivi. Quand est-ce qu'on va élaguer? Quand est-ce qu'on va lui donner une forme? Parce qu'il faut imposer une forme aux arbres dans la ville. On n'est pas dans l'espace périurbain ni dans le milieu rural. Les arbres poussent avec respect. Oui, poussent avec respect. Et il faut leur donner. Dans la ville, on donne toujours une forme. Et là, il faut le suivi. Et les privés, puisque c'est une question d'argent, l'État ne veut pas souvent donner de l'argent. Donc il faut une structure souveraine qui est là, où c'est pas l'université, ni dans un... Un peu comme cette structure qui entretient les arbres mis en terre, Sirat Bénin. On vous écoute, à Sion Kanyation, par rapport à cet aménagement à venir de certaines artères de la ville. Oui, il faut avouer que le gouvernement est dans cette dynamique de rendre plus jolies encore nos villes, et ce n'est pas que Cotonou. Lorsque vous allez à Lokossa, où moi j'ai fait près de 4 ans, j'y suis retourné, disons, il y a 4 ou 5 ans. Lokossa a complètement changé. Quand vous prenez la capitale Porto Novo a bénéficié de beaucoup d'infrastructures routières ces dernières années. Il y a
du côté du lac, en allant à Djassin, en allant vers Wando, il y a plein d'infrastructures qui ont été construites. Et Parakou, c'est pareil. Nati Tengu, où j'y suis allé il y a plusieurs années déjà, je suis sûr que... Vous ne faites pas du tourisme, vous ne sortez pas de Cotonou, de Calavi. Le boulot nous amène à rester concentrés. Vous voyez donc, c'est déjà une très belle idée que le gouvernement, que l'État pense à redonner d'autres formes à la ville de Cotonou. Et je pense que tout ce qui est cité comme axe à réhabiliter va prendre en compte ce que l'ONG AGI nous dit souvent. Il faut tenir compte des nappes ou comment vous appelez ça, les couloirs d'eau, pour que ces artères-là ne deviennent pas, ne soient pas dégradées après. Et je pense qu'il faut qu'on mette aussi dans ces plans d'aménagement les couloirs d'eau qui peuvent relier des quartiers, relier Cotonou, côté ouest à Cotonou, côté est qui est à Kpakpa. Et c'est d'ailleurs une bonne chose. 64 km de route, c'est beaucoup dans une ville qui n'est pas aussi large que ça. Oui, Herman. Oui, le gouvernement parlait de travaux de reprise de chaussée. L'élément essentiel que moi je retiens de ce que M. Oumio a dit, c'est le volet durabilité, le caractère durable de ces routes-là, parce que l'axe Akosombo Étoile Rouge a été resurfacé à une époque. On n'oublie pas également que... Même récemment, ça a été fait. Oui, on n'oublie pas également qu'en prélude à un sommet également, il y a eu l'axe aéroport président de la République qui a été revu, avec tout ce que ça a comporté comme contestation dans la période avec les secrétaires généraux de la Confédération centrale sénégale qui avaient trouvé le coup assez dispendieux. Je pense que oui, le gouvernement nous a offert de voir que oui, les travaux qui sont faits en termes d'infrastructures routières sont des travaux de bonne qualité. Il a parlé de l'aménagement. C'est comment on fait également pour que des plans mis en terre ne puissent pas détériorer ces infrastructures-là. Je pense que c'est un travail qu'il faut faire de commun accord ou en parfaite symbiose avec les acteurs clés. Je pense que si c'est fait comme ça, c'est une bonne chose pour éviter, enfin, que des citoyens comme nous soient obligés, pelle en main, de boucher les trous, un peu comme ça s'est passé sur l'axe Ministrité et puis Dango, je crois, avec notre confrère Roland Dakhefa, qui a été obligé de soulager un peu la population en mettant des éléments pour pouvoir boucher les trous dans ce qu'on appelle point à temps bitume, ou je crois point à temps quelque chose. Voilà. Cotonou va continuer sa mutation, sa transformation. Les villes du Grand Nokoué, forcément, vont profiter de cela, mais vous avez toujours des inquiétudes par rapport à qu'est-ce qu'on veut mettre et pourquoi, et ce que ça va provoquer, un peu comme dégâts autour de ce lourd investissement qui sera fait. Oui, c'est maintenant qu'il faut penser à ça. Ce n'est pas quand on a fini, c'est facile d'asphalter. Mais les plantes, c'est pas tout de suite. C'est pas facile, c'est beaucoup de milliards qui sont... Il faut déjà produire les plantes et les laisser grandir, évoluer. Ça commence même avant, puisqu'on peut avoir tous les plans d'asphaltage. Mais pour les arbres, il faut aller vers une sélection judicieuse qui puisse permettre en même temps à la ville de répondre à un besoin nouveau, c'est-à-dire au tourisme, à la découverte. On parle beaucoup de Bénin révélé, mais on peut révéler aussi le Bénin par le patrimoine végétal. Donc, c'est le moment d'incorporer les choses et d'asseoir de bonnes bases qui ne soient pas trop politiques, mais plutôt fonctionnelles, des bases fonctionnelles qui puissent permettre pour que tous ces aménagements prévus et ces plans d'action en cours avec le gouvernement puissent bénéficier de l'intelligentsia qui existe déjà et des travaux, des réflexions qui sont en cours. On peut les incorporer. C'est pas opposé, c'est pas du tout politique. C'est le patrimoine végétal, c'est la souveraineté même du pays qui constitue les arbres, les plantes et consorts. Il faut qu'on mette vraiment ce qu'il faut à la place qu'il faut. Pas mettre des espèces qui vont devenir des dodanes. Ils vont créer des dodanes avec l'enracinement traçant. J'ai vu des espèces qui ont été mises au niveau des artères récemment. Ces espèces qui ont un système racinaire extrêmement violent,
qui vont se lever d'ici 5-10 ans en plus des espèces à croissance rapide. Ça va être un problème. Vous avez vu, non? Ça a grandi là. Ça va être un problème d'élagage. Alors qu'il y a un plan d'élagage, tout ça, il faut le mettre en place. Et pour ça, il faut choisir des espèces qui ont des racines pivotantes, qui protègent même l'asphalte, qui ne vont pas perturber les canalisations, tout ça. Tout ça est connu, les données sont là. Pas des espèces du genre le colatier. Le colatier qui est importé dans les années, je sais pas, 64, après ramené encore en 80, les années 84. Nous sommes même la région qui contient le plus de colatiers sauvages qu'on n'utilise pas. Celui-là, il est importé de la Nouvelle-Calédonie. Ouais, le colatier badamier là. Alors que nous sommes les meilleurs dans la sous-région à détenir le plus de combretons. Et c'est dans la brousse. Et c'est des combretons qui sont jolis, respectueux de l'homme. Mais c'est resté coincé dans la brousse. Et les chercheurs ont tellement, les formations ont tellement publié sur ça. Mais quand il a s'agit de faire aménagement de la ville, puisqu'ils disent qu'on ne nous fait pas appel, nous on est là. Mais c'est nous tous qui perdons. Je ne sais pas, peut-être que ce que dit M. Rougnon, dans le cas du constat que j'ai fait, sur l'axe à Colomé, par exemple, vers l'église catholique, on a constaté que quand il y a eu asphaltage, il y a un rond-point là où ils ont mis assez de fleurs, mais au bout d'un temps, ils ont dû dégager tout ce qu'il y a comme fleurs. Je ne sais pas si c'est parce que ça n'a pas... L'adaptation, c'est pour ça que derrière le palais, ils essaient toujours, vous voyez, il y a une grande route là. Parce que le problème, c'est quoi? C'est le problème de base. Nous voulons faire une ville jolie. Avions-nous des fleurs? Parce qu'on est dans le règne des angiospermes. C'est le règne des plantes à fleurs. C'est chez nous. Mais avions-nous des fleurs? Oui, on a des fleurs. Cultivons ces fleurs-là. Comment cultiver? Il y a des pépiniéristes qu'on ne paye pas, mais qui le font tous les jours. Il faut renforcer ces pépiniéristes. Le fait de découvrir ce patrimoine végétal, parce qu'actuellement, les pépiniéristes de la ville ont seulement les espèces que les Portugais ont ramenées, qu'ils ont continué à multiplier tout le temps. Ça, c'est pas pour nous. On a des fleurs. On a quand même 2807 plantes à fleurs. Ouais. Donc, il faut maintenant les cultiver. Et c'est ça la base qu'on ne veut pas faire. Parce que là, il y a juste un peu d'investissement humain, social, pas des études inutiles là. C'est des trucs concrets. Où les pépiniéristes, c'est eux qui savent le faire. Ils sont déjà dans les plantes tous les jours. Il faut avoir les cartographies, leur liste, et les former. Leur dire, voilà les fleurs. Les laboratoires d'écologie appliquée, ils ont une base de données interminable sur nos fleurs. On les prend, on les met, on les match avec les pépiniéristes. Ils forment les pépiniéristes. Ils développent les gazons locaux. Ils développent les pelouses, quoi. Et les plantes à fleurs, ainsi de suite. Vous voyez, par exemple, à Cotonou, il y a encore, à Sémé et à Ouida, une espèce de fleur intéressante, qui est en même temps une espèce de balustrade, qui est en même temps une espèce symbolique de la ville, qui a donné son nom à la ville. Vous ne verrez jamais ça. Le cocoué, notre cocoué, vous avez vu, est-ce que vous n'avez jamais vu le cocoué qui fait un arbre? C'est toujours rond, tout beau, là. Vous voyez, donc c'est pour les balustrades, c'est pour les terre-pleins. Ça ne perturbe rien, ça n'embête personne, ça produit des fruits, et ça ne pollue pas. Ouais, donc, c'est une espèce qui a donné son nom à Cotonou, qui est là, facilement reproductible, qui supporte le sel, qui supporte la boue, qui supporte les mangroves, tout. Donc, c'est une espèce intéressante. On a par exemple devant vous ici les vautines d'eau, les Ficus trichopoda, qui résistent au sel, à la boue, et tout, et c'est un arbre qui est joli, qui n'est pas embêtant, qui a de belles feuilles, d'un vert éclatant. Donc, c'est ces espèces-là qu'il faut récupérer parce qu'on est en train de détruire même les marécages. Elles vont partir. Du coup, on peut les préserver. C'est une espèce de chez nous qui est rare. On ne le retrouve que dans les milieux d'eau. Donc, c'est ça qu'il faut mettre en densité linéaire et introduire. C'est pas qu'on veut gagner de l'argent. Moi, j'en produis pas. Ouais, je suis pas pépiniériste. Les pépiniéristes sont là. Si moi, on me remet le marché, je vais appeler les pépiniéristes dans une salle. Je les forme, je les dis, voilà, vous connaissez ça. Ils vont dire oui. Allez, commencez pas à chercher, reproduisez. Donnez-nous, mettez la main dedans, de l'homme dedans. Et produisez de belles espèces à partir de nos espèces sauvages. Ils vont le faire. C'est leur métier. Là, vous êtes écouté. Ouais. Si on vous confiait ça. Ah oui, si on me confiait ça, je fais rapidement, mais je fais pas la politique. C'est ça. Parce que quand il y a l'argent, c'est tout un tas de choses. C'est pas un truc qu'il faut concentrer dans la main de quelqu'un. Si moi, on me confie ça aujourd'hui, vous allez voir près de 20 à 25 personnes en même temps, au même niveau. Je ne peux qu'à appeler les autres parce que beaucoup ont réfléchi. Beaucoup d'ONG ont réfléchi pour ça. Les chercheurs sont là. Et les paysagistes sont même dans les bureaux du ministère, mais ils ne sont pas sollicités. En train de dormir. Oui, en fait, tout le monde craint quelque chose. C'est bizarre. Quand il y a l'argent qui rentre dedans,
On ne sait pas comment c'est parti, donc la criette, les gens ne veulent pas mettre, ils se contentent de leur salaire. Alors que c'est maintenant qu'il faut ouvrir les horticultures du Bénin. Parce que le président veut l'aménagement. L'aménagement dépend de l'horticulture. Comment vous avez pu produire ce que vous voulez utiliser pour embellir la ville? C'est ça d'abord. On n'embellit pas pour confier maintenant à quelqu'un qui n'est pas spécialiste tout le monde des espèces à planter. Non. Il faut que la ville ait une histoire dans son embellissement. Il faut qu'on dise que c'est des espèces d'eau qu'on a intégrées. Il faut qu'on dise que c'est des espèces symboliques qu'on a intégrées. Et ça, tel nom local, tel nom scientifique, tel ça résout tel problème. On a même des palmiers d'eau à Cotonou qu'il faut plus mettre que les palmiers à huile. Ouais, c'est-à-dire on a des palmiers d'eau qui sont menacés parce que les marécages sont menacés, qu'il faut mettre en densité militaire, qui sont des fruits. Mais c'est très important, les fruits, c'est très joli, c'est très beau. Et c'est bon. Donc, c'est ce qu'on est en train de dire, la base, c'est l'horticulture. Après l'horticulture, on met tout en place, on met la liste des espèces, on voit leur importance, on définit ces espèces, on fait leur description, on comprend leur mécanisme racinaire, on comprend à quoi ça ressemble. Quand ça va grandir à 20 ans, 15 ans, on dit, puisque c'est comme ça et qu'on ne veut pas couvrir la route, on prend alors l'espèce qui est effilée. Ainsi de suite. Et cette politique-là, c'est ça maintenant le plan qui est devant le chef de l'État. Et quand on prend un artère qu'on veut aménager, on dit, ah, cette artère-là répond à tel critère. Donc c'est cette espèce-là qu'il faut mettre. C'est déjà en pépinière. Voilà, je vais partager avec vous ce fait divers, puisque nous sommes en train de parler d'arbres, d'aménagement, et nous profitons pour parler de nos forêts, surtout de nos forêts sacrées. Et c'est un fait rare qui s'est produit dans la commune de Bembereke, et selon les informations relayées par Dema Radio et Dema TV, pour ceux qui connaissent un peu cette radio de proximité à Parakou, il s'agit d'un arbre abattu par un scieur à Ina, dans la commune de Bembereke, un arbre fétiche abattu par un sueur de la forêt sacrée aurait coulé du sang. Et selon les dignitaires du culte Wuru, interviewés par le média, au lieu de la sève naturelle, eh bien, c'est du sang qui a coulé. Et ceci s'est produit il y a quelques heures. Quelle est votre interprétation de cela? Si tous les arbres devaient couler du sang, est-ce qu'on aurait l'émondage que nous avons eu quelque part dans Cotonou, sur Oyo? Ça aussi, c'est l'un des aspects de ce qu'on voit. Par exemple, on ne prend pas n'importe quel arbre pour planter dans la ville. On ne va pas dire, par exemple, de planter l'iroko pour aménager la ville de Cotonou. On peut mettre l'iroko au palais, parce qu'on sait que c'est notre palais et qu'il y a allégeance avec la culture endogène. Donc, vous voyez ça là, par exemple, c'est des trucs déjà métaphysiques. Parce que les arbres, ça constitue la porte d'entrée dans l'autre monde, et tout ce que la pharmacopée, donc, c'est des espèces un peu particulières qui sont quand même entre le règne animal et le règne, le petit règne d'en bas, les microbes et tout ça. Donc, c'est des plantes qui sont particulières et qui ont différentes énergies. D'autres sont beaucoup sollicités dans la métaphysique. Et quand il y a des réunions occultes, tout ça, au niveau des arbres et que c'est fétiche, il ne faut pas aller toucher n'importe comment. Il ne faut pas non plus se lever un jour pour dire qu'on va déraciner une arbre fétiche. Ce n'est pas toujours évident parce qu'il y a toujours des phénomènes mystiques et mythiques qu'on ne comprend pas qui peuvent venir. Mais on peut tirer beaucoup profit de ça. Par exemple, si on ne veut pas que les gens aillent, on ne peut pas... Bon, il y a quand même un problème. On ne peut pas créer une arbre fétiche. C'est ça le problème. On ne peut pas créer une arbre fétiche. L'arbre fétiche existe déjà et il y a toute une confrérie qui va vers là, donc on ne maîtrise pas, c'est pas physique. Mais on peut quand même prendre des arbres fétiches, les domestiquer et créer une autre ambiance dans la ville. En intégrant les gens qui sont de la culture endogène. Parce que si vous plantez un arbre quelque part, ça devient un problème, ça va amener un problème de sécurité publique aussi. Herman. Il a tout dit. Il faut reconnaître qu'au Bénin, on a quand même des valeurs endogènes, des valeurs traditionnelles qui épatent, qui étonnent et qu'il faut préserver. Moi, par exemple, à Djakotome ou quelque part, il y a eu un arbre, je crois, c'était en 2013, déraciné, qui s'est remis en place. À Djakotome, c'était en 2013. Ça veut dire que ça a été même brûlé, mais le lendemain, les gens sont venus voir
l'arbre debout, on avait envoyé ce reportage-là qu'on avait tourné. Ça veut dire que Bénin nous avons des forces. Oui, nous avons des forces qu'il faut vraiment respecter, quelle que soit sa croyance. Il faut toujours respecter ces choses-là. Alors, vous ne vous êtes pas posé la question de savoir ce qui est arrivé et ce qui est au scieur. On dirait que, bien heureusement, puisqu'il est d'une certaine ethnie de la région, eh bien, il s'en est bien sorti, mais que le propriétaire de la tronçonneuse, lui, il a été verbalisé, il a payé 2 bœufs et a remis une enveloppe financière pour les sacrifices, le rituel qu'il faut, pour demander pardon à l'arbre. C'est pas n'importe quel arbre qu'on vient... c'est pas n'importe quel arbre, on s'attaque. Là, c'est carrément une attaque, quoi. Et vous avez vu, l'arbre a pu faire la part des choses et avec l'arbre, la communauté qui est concernée par l'arbre, c'est-à-dire que la nature ne triche pas. La nature rend justice à chacun. Celui qui a été appelé pour participer au massacre de l'arbre est d'une certaine, je crois, appartient ou peut-être maîtrise un peu le contour de l'élément. Il a été épargné d'une manière ou d'une autre. Celui qui a fait envoyer sa tronçonneuse, ne sachant peut-être pas de quoi ça retourne, voilà, lui aussi il est verbalisé à la manière accoutumée, un peu comme ça se fait dans la région. Alors, 2 bœufs, ce n'est pas 2 bœufs, pourquoi ce n'est pas 4, ce n'est pas 5, c'est 2 bœufs parce que, eh bien, quand ils ont cette consulté, on a dit que ce n'est que 2 bœufs. Ce sont nos réalités. On a beau tout faire, on peut remonter, redescendre, y ajouter tout ce qu'on veut. Il y a les réalités qui sont les nôtres, que nous nous sommes venus retrouver et que, eh bien, la tradition est obligée de perpétuer. Je crois que chacun en a eu pour son compte. Plus personne n'osera se retrouver encore, je dis, dans ce... J'ai suivi un document sur Canal+, tourné par des confrères, qui était dans la zone de Pobet, je crois Pobet-Kétou, entre les deux communes, où réside une forêt sacrée. Quand vous ne savez pas, vous y entrez, peut-être que vous n'avez rien, mais quand vous êtes informé, vous y entrez, vous ne retournez plus jamais. Ça existe jusqu'à présent, dans cette zone-là. Voilà, ce sont nos réalités. Voilà. Ce sont nos réalités. Les médias internationaux ont mis la caméra là-dessus, ont interrogé les garants de la tradition. Peut-être que ça va être compliqué pour nous, parce que c'est un peu aussi une difficulté en termes de tournage de documents. Eh bien, nos parents, les nôtres, ont la facilité à parler aux caméras extérieures. Quand c'est Eman qui vient avec sa caméra, parce qu'il s'appelle Eman, on se retient de tout lui dire. On ne lui donne pas l'information qu'il faut. Pendant ce temps, on peut parler à Tantampion qui est venu avec la peau blanche et c'est vite fait, c'est vite parti. Vous voyez? Alors qu'en réalité, il aurait fallu peut-être que Eman puisse être bien informé, qu'il sache de quoi ça retourne. Et le fait d'informer suffisamment au plan national permet aux populations environnantes de savoir que, eh bien, voilà de quoi ça retourne cette forêt. Est-ce qu'il faut y aller? Quand est-ce qu'il faut y aller? Et puis, vous voyez, ça constitue des devises pour la commune que de savoir que les gens viennent comprendre de quoi ça retourne. Malheureusement, ça ne se fait pas de cette manière-là, mais c'est bien dommage. Vous voyez, dans la zone dont on a parlé, Bembereke, Ina, de façon plus précise, il aurait fallu maintenant que, eh bien, le conseil communal, de concert avec les sages et notables de la localité, travaille à comprendre le fonctionnement, je dirais, de cette forêt, des arbres qui y sont, pour est-ce que c'est là depuis combien de temps ça se trouve là, quelles sont les personnes qui sont habilitées à en préserver les essences et consorts. Vous voyez, ça fait un travail de recherche qui doit être fait à ce niveau, et quand on revêt ça, c'est qu'on l'habille d'un visage humain et puis on permet aux populations de venir comprendre de quoi ça retourne. C'est peut-être des invites et des plaidoyers qu'il faut faire à l'endroit de certaines de nos communautés pour qu'on puisse véritablement mettre beaucoup plus, je dirais quoi, et qu'on braque beaucoup plus les caméras, qu'on comprenne nos réalités endogènes, voilà. Parce que nous avons des réalités que nous-mêmes nous ne maîtrisons pas. Il faut forcément qu'on en arrive là. Vous allez, chacun qui se trouve dans sa localité a une réalité endogène qu'on ne maîtrise pas suffisamment. Il faut mettre la lumière là-dessus. Il faut mettre la lumière là-dessus. Dans la zone de Basila, par exemple, à Kikile plus précisément, on vous dit que par exemple, quand vous entendez les singes en situation de détresse dans la nuit profonde, ça veut dire qu'un sage d'un certain âge est en train de passer de vie à trépas. Vous voyez, ça, c'est des réalités. Malheureusement, on n'en parle pas. Il y a cette facilité pour certains habitants de Basila environ de se taquiner pour dire « Ah, vous êtes des mangeurs de singes ». Parce que dans la zone, il y a suffisamment de singes. Et en réponse, c'est qu'on vous dit, par exemple, que c'est parce que ces singes trouvent, je dirais, sécurité dans la zone qu'ils y sont. Pourquoi est-ce que les singes sont au niveau
de cette localité, Basila, Kélé, Manigri environ. Ça, Pénésoul, ça c'est des études qu'on peut faire. Malheureusement, on n'en fait pas, mais ce sont nos réalités. Oui, j'ai dit tout à l'heure que M. Oumou a tout dit, mais il y a le commentaire de Hakime qui m'inspire rapidement un petit quelque chose. C'est vrai, ça me rappelle un peu les tournages que nous faisons à la veille du 10 janvier, fête du Vaudon. On est allé dans un couvent, on nous a dit, écoutez, si vous voulez connaître tout, c'est aussi nos réalités. Le tourneur qui va, l'équipe de tournage qui va sur le terrain, il donne ce qu'il doit donner pour qu'on lui dise ce qu'il doit savoir, ce qu'il peut savoir. Mais ici, quand le blanc vient et qu'il a tous ses moyens pour pouvoir aller avoir ces informations, on peut lui donner. Mais bon, il faut peut-être aussi qu'on aille vers des fonds pour la production audiovisuelle, que ça soit vraiment un fonds consistant. D'accord, merci à vous, Herman Anyamboussou, Asion Kanyasiongon, Hakime Ousseli. Merci à vous, Alfred Rougnon, pour toutes ces explications que vous venez nous apporter. Vous avez également les félicitations d'un acteur politique qui vous suit très bien, qui apprécie votre développement. Il s'agit de Augustin Avron-Boebla. Et on va profiter de ça pour dire un heureux anniversaire à un grand monsieur, Setouanion Évariste Kodonou, voilà, le président du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel. Et nous avons également un collègue de la section Fongwe de Canal 3, Achille Nyonofou, qui également est à l'honneur aujourd'hui. Heureux anniversaire à tout ce beau monde. On vous dit très bonne journée. Et voilà, la revue de presse dans un instant avec Asiomo Kanyasion qui a le don d'ubiquité apparemment en plateau. On va entendre sa voix pour la revue de presse. Moi, je vous dis merci de votre attention. Très bonne journée du jeudi. Gardez le sourire. Au revoir. Bonjour à toutes et à tous. Avec le Conseil des ministres du mercredi, le matinal note que le soutien au pouvoir d'achat se poursuit. En parlant du gouvernement qui reconduit les mesures d'atténuation contre la flambée, Fraternité écrit que les populations vont continuer à bénéficier des mesures de réajustement des prix des produits de première nécessité. Après analyse de la situation de la flambée du prix des produits de grande consommation, en raison des chocs extérieurs, notamment de la guerre en Ukraine, le gouvernement reconduit le plafonnement des prix de l'huile végétale raffinée, de la farine de blé et du ciment. Par exemple, la farine de blé à 28 500 francs CFA le sac de 50 kg. L'économiste du Bénin relève la suspension de la perception de la TVA sur la farine de blé produite localement, le dédouanement de la farine de blé importée sur la valeur transactionnelle. Autre point du Conseil des ministres qui intéresse l'autre vision, c'est l'annonce de recrutement de 100 auditeurs de justice par l'État. De son côté, Fraternité informe que les travaux de 13 voies urbaines d'accès et de traversée de Cotonou démarrent bientôt. La réalisation d'une mission en vue de l'exécution de divers travaux dans les 5 villes de Grand-Okoué n'est pas non plus occultée. Selon le compte rendu du Conseil, l'état de praticabilité des dites voies n'offre plus le confort nécessaire et ne favorise pas une bonne mobilité des usagers. Les travaux consisteront en outre à mener une mission d'étude d'état des lieux, de géoréférencement, de cartographie, d'élaboration de dossiers d'appel d'offres, de contrôle et de surveillance des travaux de remplacement ou de remise en état, des grilles avaloirs, tampons de regard et d'alettes de caniveau dans les 5 villes du Grand-Okoué. Forum mondial sur la nutrition de l'enfant, Cotonou, modèle pour impulser et renforcer l'alimentation scolaire, titre l'autre vision qui renseigne que ce forum permettra de nourrir les réflexions pour soutenir l'élaboration et la mise en œuvre des programmes d'alimentation durable en lien avec les objectifs nationaux et internationaux en matière d'éducation, d'agriculture, d'économie. Pendant ce temps, le matinal note que les candidats à la candidature des partis politiques dans la perspective des élections législatives du 8 janvier 2023 sont en proie à une véritable épreuve de nerfs depuis quelques jours pour cause. Leur dossier de candidature
font actuellement objet d'études au niveau des différents états-majors ou comités mis en place au niveau des formations politiques. Si le processus semble aisé pour certains partis politiques, ce n'est visiblement pas le cas au niveau des deux grands partis de la mouvance présidentielle, l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain, où une flopée de candidatures a été enregistrée. Au niveau des candidats, fait observer le journal, on est partagé entre crainte et espoir. Aucune assurance n'est de mise pour l'heure, même si certains sont gonflés d'optimisme en raison de leur influence au niveau du parti. Dans la suite, Matin Libre pointe que des publications se font de plus en plus nombreuses dans la presse internationale comme locale et portent déjà en triomphe une compagnie de droit canadien Zenith Energy qui aurait soumis une offre aux autorités béninoises pour le redéveloppement du champ de Sémé du bloc 1. Et entre les lignes des articles, remarque le journal, la dite société a déjà gagné l'offre avant même la fin du processus d'attribution du marché. L'ampleur de la communication autour de ce dossier de redéveloppement de Sémé doit interpeller tout observateur averti. L'ardeur avec laquelle les articles de presse qui paraissent depuis plusieurs jours militent en faveur d'une seule compagnie alors qu'elles sont plusieurs à être intéressées par le champ pétrolifère de Sémé suscite réflexion et analyse, souligne le journal. Merci d'avoir suivi la revue de presse.